Salut à tous, bienvenue dans la bande AD+. Je suis Nicolas Fréré du magazine Distance Plus et j'ai virtuellement à mes côtés aujourd'hui le plus grand amateur de gestes techniques du sport le plus stylé de l'univers. J'ai nommé Robin Schmitt des Genoux dans le Gif. Salut Robin. Salut Nico et salut à tous. La plus scientifique des membres de la bande avec son doctorat sur les performances en trail court, la coach Sabine Hirschström. Salut Sabine. Salut tout le monde. Le plus hyperactif de tous les zigotos de la bande AD+, que l'on reconnaît autant par son visage de légende du trail que par ses mollets taillés dans le roc, Thomas Laroulanchet. Salut Tom. Salut Nico, salut tout le monde. Et par la nouvelle recrue de la bande, c'est une vedette du trail au Québec et dans l'ouest des États-Unis, une amoureuse des sorties longues de 80 km le dimanche entre amis, une rieuse invétérée à la voix d'enfant reconnaissable entre mille et l'une des personnalités les plus sympathiques du circuit. Elle est montée l'an dernier sur le podium de la Western States et de l'UTMB. C'est elle, en gros, sur la droite de la couverture de la bande AD+, signée Mathieu Forichon de Des Bosses et des Bulles. Marianne Hogan. Salut Marianne. Allô, ça va? Et bienvenue dans l'équipe, ça va super bien. Et je fais un coucou à tous les autres membres de la bande. Ludo Collet, Corinne Favre, Hugo Ferrari, Blandine Lirondelle, Nico Martin, Florence Morisseau et Fiona Porte. La bande AD+, le podcast du magazine Distance Plus. Au sommaire du 25e épisode de la bande AD+, le 5e de la saison 2, deux débats. Quelles sont les principales erreurs à éviter à l'entraînement pour parvenir à devenir un meilleur coureur et la version la plus performante de nous-mêmes? Votre vie va sans doute changer après avoir écouté cette émission. Pour ou contre le coaching virtuel, l'entraînement sportif 2.0, nous sommes de plus en plus souvent invités à essayer les applications révolutionnaires d'entraînement et les coachs virtuels qui vous promettent monts et merveilles. Quels sont leurs avantages? Quelles sont les limites et les éventuels risques? Peut-on leur faire confiance? On a autour de la table 3 coachs et un grand connaisseur et esprit critique du trail pour tenter de se forger une opinion là-dessus. Au programme également de cet épisode, le défi NAC. On vous propose un 5e défi de course à pied avec un cadeau à gagner en bout de ligne. J'annoncerai également qui a été tiré au sort parmi les participants du 4e défi. Il consistait à courir au moins 15 km en une seule sortie. Le quiz peignée vertical, je soumettrai un quiz d'actu et de culture générale à Marianne, Sabine, Robin et Thomas. Qui mettra la peignée du jour? Pour l'instant, Blandine Lirondelle, Hugo Ferrari, Robin Schmitt et Fiona Porte ont chacun une victoire à leur actif. Et puis on bouclera la boucle avec les traditionnels coups de cœur ou coups de pompe des membres de la bande AD+. La bande AD+ est enregistrée et réalisée à distance dans les conditions du direct par les productions Arborescence. Bonne émission, c'est parti. La bande AD+, présentée par Nicolas Fréré. Avant de se lancer dans les débats et avant de discuter avec toi, Marianne, pour que nos auditeurs se familiarisent avec toi, j'aimerais prendre des nouvelles de Sabine. Sabine, la dernière fois que tu étais à ce micro, nous étions sur une table de pique-nique sculptée dans la roche au trail de la Cité de Pierre et tu t'apprêtais à prendre le départ le lendemain du championnat de France de trail long avec des ambitions de faire une belle course, on va dire. Mais ça ne s'est pas exactement passé comme prévu, puisque tu es tombé assez tôt dans la course. D'ailleurs, raconte-nous ça et dis-nous comment tu vas. Oui, merci Nico. Effectivement, du coup, c'était la veille de ma course. J'ai bien pris le départ le lendemain matin. Mais oui, je suis tombée rapidement dans la course vers le kilomètre 6, un peu bêtement. En fait, je me sentais bien, donc j'ai voulu doubler à un endroit où c'était pas très intelligent de doubler. On était dans la nuit, sous la pluie. On n'y voyait Et le pas brouillard, grand-chose. me semble-t-il. J'ai glissé sur quelque chose, je ne saurais jamais quoi. Et surtout, je me suis réceptionnée pas très bien, donc en fait, sur les deux cuisses. Et d'un seul coup, j'ai senti que derrière, j'avais plus beaucoup de muscles. Bon, j'étais quand même venue jusqu'ici. J'avais fait toute une prépa pendant des mois. C'était pas pour m'arrêter à 6 km. Donc, au premier ravitaillement, je faisais un peu la grimace, mais j'ai voulu continuer. Et puis, du coup, au deuxième ravitaillement, kilomètre 36, comme c'était devenu un véritable calvaire et qu'en général, si ça fait mal avec l'adrénaline de la course, c'est quand même pas très bon signe. Et j'ai décidé de mettre fin au calvaire et de me résoudre à l'abandon. Ça fait jamais plaisir, mais je pense que c'était une bonne décision parce que
j'ai eu la chance de pouvoir faire une échographie dès le lendemain. Et donc, il y avait une déchirure musculaire au quadriceps. Donc, on a beau dire que c'était des championnats de France avec pas tant de dénivelé que ça. Il y avait quand même 2700 mètres à descendre. Donc, avec une déchirure musculaire, c'était pas le plus malin. Et donc, grâce à compression et glace de temps en temps, parce que je passe pas ma journée avec de la glace sur la cuisse, ça s'est finalement relativement vite résolu. En tout cas, c'est ce que j'ai pensé. Après, c'est vrai que j'ai gardé un tiraillement quand même dès que j'essaie de mettre un peu plus de dénivelé. Et là, hier, j'ai fait une petite course de test. Enfin, petite par sa taille, mais grande par son intensité. Et du coup, ça s'est bien passé sans aucune tension, donc je suis très contente. C'est reparti et je suis invitée par le duc Hugo pour se retrouver On va être nombreux là au niveau Les Revards dans 2 semaines. Absolument, et ce sera le lieu de notre prochain enregistrement de la Bande à des Plus. Ça va ressembler à quoi le reste de ta saison? Est-ce que t'en sais quelque chose après le niveau Les Revards? Est-ce que c'est quoi que tu as dans le viseur? Ouais. Alors, je vais pas faire la superstitieuse. J'ai l'impression que quand j'annonce, ça se passe jamais comme prévu, mais c'est à quoi je suis inscrite déjà. Donc, après le niveau Les Revards, là, le week-end suivant, on fait un rassemblement avec mon équipe Cinémalp dans la Drôme au duo de l'Ermitage. Donc, je suis inscrite avec Alexia Coudray sur les formats les plus courts, donc pour remettre un peu de la vitesse. Ensuite, l'objectif suivant sera la Pyramide Tahiti en duo avec Marine Quintard. Après l'été, pour la préparation, je participe aux 2 Alpes au défi de la Muselle. C'est une course par étape encore, mais en solo. Enfin, du moins en solo pendant qu'on porte le dossard. J'espérais que je vais rencontrer du monde quand même aux 2 Alpes. Et la fin de l'été, ce sera l'Ultra du Vercors. Et ensuite, j'ai repris un dossard au Templier, mais j'avoue que je ne sais pas si je me lancerai sur une prépa d'un 80 km encore derrière. Ça reste à voir. Tu as le temps de. Je pense peut-être aussi un marathon en attendant la neige pourrait me faire envie. Je n'ai pas encore décidé. Mm-hmm. Alors, Marianne, à toi, même si c'est ta première. Avec nous, on a souvent parlé de toi dans l'émission, donc je présume que à peu près tout le monde te connaît parmi les auditeurs, notamment parce que tu as fait une année 2022 flamboyante. Je le disais, 3e place à la Western States, 2e place à l'UTMB avec un énorme trou dans la cuisse, 2e derrière Katy Scheid. Tu as couru avec ce trou, avec cette déchirure musculaire pendant 40 km. Tu savais à ce moment-là, du moins au lendemain de l'UTMB, qu'il allait falloir être patiente avant de pouvoir recourir et puis surtout être performance. Depuis, tu as recouru beaucoup, d'ailleurs, j'ai l'impression, depuis le début de l'année avec une course à étapes au Costa Rica. Tu as fait une course 100% féminine qui avait l'air super chouette, le Speed Project entre Santa Monica en Californie, puis Las Vegas dans le Nevada. Tu as fait un stage intense, j'ose imaginer, avec l'équipe Salomon au Portugal. Et puis, il n'y a pas très longtemps, tu as couru le marathon de Boston, selon où est-ce qu'on se situe, où tu accompagnais ton frère. Alors, je voulais savoir, voilà, où est-ce que tu en es, comment tu te sens, et puis surtout, est-ce que ta blessure est derrière toi et quelle saison tu entrevois maintenant? C'est beaucoup de questions. Oui, c'est beaucoup de questions. Alors, non, malheureusement, en fait, ma blessure n'est pas du tout derrière moi. Je souffre encore des conséquences de mon UTMB, qui est en fait des conséquences de ma jambe cassée que j'avais eue en 2018. Là, j'ai de la misère à courir de façon symétrique, ce qui fait en sorte que ma jambe gauche encaisse toujours le coup. Et bien que mon esprit et mon mental veulent que j'ai une bonne saison en 2023, je pense que mon corps il va avoir besoin un peu plus de temps là, avant que je puisse revenir à 100%. Je suis vraiment en train de regarder là, qu'est-ce qui ne fonctionne toujours pas là, par rapport à ma blessure de l'UTMB parce que ça prend plus de temps à guérir que prévu. Ça veut dire que potentiellement, ton programme d'enchaîner Western et UTMB comme l'an dernier, ça pourrait être revu et corrigé en fait.
Oui, absolument. Ben, comme l'année passée aussi, c'était quand j'avais émis le programme, c'était toujours une condition que les choses aillent bien, que le corps aille bien et tout ça. Je pense que malgré tout ça, j'ai quand même poussé un peu ma limite. Puis je pense que mon corps m'a parlé là, à la fin de l'UTMB, malgré que je ne l'ai pas écouté. Donc, je suis vraiment en train de réévaluer tout ça puis de voir un peu comment est-ce que je peux m'assurer de pouvoir revenir en pleine santé puis s'assurer que j'ai pas de nouveau des blessures là, parce que c'est sûr que j'ai eu un début d'année 2023 déjà assez chargé, puis mon corps, il me parle en me disant c'est peut-être trop rapide là, pour revenir. Donc, je prends ça au jour le jour, puis j'essaie de m'adapter en conséquence. Super. Ben, on va évidemment continuer de te suivre. Et puis moi, j'invite les auditeurs à écouter le podcast Pas sorti du bois. Je le recommande souvent, mais il se trouve que Yannick Vézina, qui est l'hôte de ce podcast, et toi, vous faites une espèce de petit hors-série. Yannick te suit depuis l'année dernière régulièrement. Donc, pour te suivre, toi, particulièrement et spécifiquement, ben, il faut écouter cette petite série dans Pas sorti du bois qui est bien sympathique. Je te salue une nouvelle fois, enfin je te souhaite de nouveau la bienvenue officiellement et puis on passe à notre premier débat, à la question de la plateforme d'entraînement Nolio. La question d'entraînement Nolio. Et on va faire le pont avec ce que tu disais il y a quelques instants, je pense, Marianne, quand tu disais qu'il fallait s'écouter. Avec cette question de débat, entre guillemets, de discussion peut-être plus, quelles sont les principales erreurs à éviter à l'entraînement pour parvenir à devenir un meilleur coureur et qu'on soit un athlète récréatif ou qu'on soit un athlète élite, devenir la meilleure version performante de nous-mêmes. J'ai pris une infographie sur la page Facebook de Thomas, que tu ressors régulièrement. Elle n'est pas toute nouvelle, mais elle est Elle marche toujours aussi bien. Elle marche bien et elle est très visuelle. Alors, ce que je propose, c'est que je la reprends et puis, toi, tu as classé 8 erreurs d'entraînement. Il y en a peut-être d'autres. Je propose qu'on passe à travers cette série-là. Et puis, chacun y met son petit grain de sel. Et bien sûr, il peut y avoir d'autres choses à ajouter. Je vais te poser la question, c'est quoi, selon toi, la première erreur? D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un ordre ou une hiérarchie dans les erreurs de ton infographie. Non, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. C'est clairement pas, c'est pas dans ce but-là. C'est pas du moins pire au plus impactant pour la suite des événements. Après, dans l'idée, toutes sont à peu près, on a à peu près toutes déjà vu ces erreurs-là, mais ça permet de remettre un peu de contenu et un petit peu plus de saveur sur chaque thématique, quoi. Mais non, il n'y a pas vraiment de hiérarchie dans ça. Bon, alors on commence avec le sommeil. Première erreur, ne pas dormir assez. Toi, tu es je ne sais pas si tu es un spécialiste du sommeil, mais tu es souvent cité notamment par Nicolas Martin. Peut-être pas un spécialiste dans la pratique, mais en tout cas dans la prévention et la sensibilisation, tu en parles souvent. Alors pourquoi Tom, considères-tu ou considère-t-on que le sommeil est fondamental et qu'il ne faut pas Alors moi non, l'éviter? je m'identifie pas du tout comme un spécialiste dans quoi que ce soit. J'ai une certaine expertise dans la capacité à chercher les infos et les données qui peuvent m'aider à implémenter un avis personnel. Un peu plus pointu que du Facebook lambda. Maintenant, le sommeil, pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, mais bon, après Sabine pourra largement rebondir dessus, mais le sommeil, ça fait clairement partie de la capacité à assimiler un stress. Que le but de l'entraînement, c'est de stresser l'organisme pour en attendre une réponse. Et en gros, le moment où il est plus apte à répondre, c'est justement quand il n'a plus de stress. Donc, il va s'adapter, au même titre qu'il va y avoir la mécanotransduction pour les tissus, à savoir transformer de la contrainte mécanique en tissu.
C'est le principe même de la musculation ou n'importe quelle adaptation tissulaire avec de la contrainte mécanique en lien avec de l'entraînement ou quoi que ce soit. En fait, pendant le sommeil, tout ce processus d'adaptation va être optimisé puissance, alors je ne sais pas combien, mais puissance 12. Et c'est pendant ce temps-là que effectivement, on tire les avantages et les bienfaits de l'entraînement. Alors, que se reposer, ça ne sert pas, mais que s'entraîner sans se reposer, ça sert, je pense, encore moins bien. Mon père me disait à chaque fois, on n'est pas sûr de gagner quand on est sous-entraîné, par contre, tu es sûr de perdre quand tu es surentraîné. Donc, je dirais que l'entraînement silencieux, comme vous pourrez l'appeler, passe en numéro 1, et pour le coup, là-dessus, ça restera une hiérarchie, ça sera quand même par la récupération et encore plus par le sommeil. Donc oui, le point numéro 1, à mon avis, si vous voulez optimiser votre entraînement, optimisez déjà les temps que vous avez passés à récupérer. Sabine, puisque Tom t'a quasiment passé la parole, quelle est l'importance, selon toi, du sommeil dans l'entraînement? Et est-ce que toi, tu considères, est-ce que tu as pu constater scientifiquement que le sommeil était un facteur de performance? Oui, c'est vraiment prouvé que le sommeil déjà aide à récupérer du stress, comme le dit Thomas, mais ça évite aussi les blessures. Il y a une corrélation qui a déjà été montrée chez des sportifs entre le taux de blessure et la quantité de sommeil. Et il y a aussi un rapport à l'immunité. Or, pour progresser, il faut éviter aussi de tomber malade. Donc, je pense que c'est incontestable que le sommeil est très important pour progresser. Après, on sait aussi que c'est presque un problème de santé publique, qu'actuellement, la plupart des gens ne dorment pas assez et pas bien. Alors, sur la qualité du sommeil, c'est pas forcément facile d'avoir un pouvoir parce qu'il suffit de se dire il faut absolument que je dorme bien pour mal dormir. Par contre, on peut quand même mettre en place une hygiène de sommeil comme on le fait en fait avec les petits-enfants, c'est-à-dire essayer de se coucher à heure fixe par rapport à l'heure à laquelle on doit se lever, de calculer de combien on a besoin. Donc souvent, pour savoir de combien on a besoin de sommeil, on se conseille en vacances, sans aucune contrainte, de se laisser dormir et de voir combien on dort. Donc évidemment, ça variera au cours de l'année, hein. Il y a des périodes où on est plus fatigué que d'autres. Et aussi, je sais qu'il y a des études qui portent même sur des sportifs de haut niveau qui montrent que même eux, globalement, dans leur ensemble, ne dorment pas assez. Donc, ça peut être dû à des contraintes techniques. Il y a plein de sports qui nécessitent une infrastructure. Donc, on a notamment des nageurs qui se lèvent hyper tôt pour concilier entraînement et études. Il y a aussi des matchs qui, des fois, se terminent tard à cause de la télévision. Donc, tout ça, ça montre que même au niveau des meilleurs athlètes, il reste des progrès à faire sur le sommeil. Et en plus, en trail, pour les gens qui s'attaquent à des distances ultra-trail, c'est sûr que arriver avec son réservoir de sommeil bien rempli, c'est un avantage certain pour la course. Mais justement, est-ce que ça ne se travaille pas, le manque de sommeil? Ça, c'est un petit peu... Il y a une étude qui est sortie un peu tatillonne, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui montrait qu'effectivement, il y aurait un bénéfice à s'entraîner au manque de sommeil. Ça me semble quand même être une stratégie assez acrobatique. On avait déjà évoqué un petit peu le sujet sur la course de nuit dans un épisode précédent. Absolument. Donc, Quand on parlait de la Saint-Élion, entre autres, oui. Voilà, s'entraîner à courir la nuit et se connaître la nuit, c'est bien, mais faire attention à ne pas accumuler une dette de sommeil. Je pense que malgré tout, ce qu'on a à perdre à volontairement se priver de sommeil est moins important que ce qu'on a à gagner. Mais c'est vrai que des gens qui font un travail en horaire décalé et qui arrivent à bien dormir à n'importe quelle heure disent que parfois c'est un avantage. C'est un avantage pour les ultras. Bon, ça engendre aussi une fatigue chronique si ce n'est pas bien géré. Donc, c'est vraiment à double tranchant. Ce n'est pas la première chose que j'irais conseiller. Marianne, alors je rappelle une chose, c'est que toi, tu es une athlète qui court beaucoup, mais tu n'es pas une athlète à 100% professionnelle. Tu as ton activité pro à côté, tu es responsable de ressources humaines, ce qui fait que tu as des journées qui sont chargées et puis ton entraînement fait partie de ta routine de vie, je pense quelque chose comme 7 jours sur 7.
C'est quoi ton rapport au sommeil? Est-ce que ce que viennent de dire Thomas et Sabine, ça te parle? Est-ce que toi, tu constates, par exemple, que les jours ou les semaines où tu es en carence éventuellement de sommeil, ça a un impact immédiat sur ton entraînement et la performance? Ben, des fois, je trouve ça plus évident de le constater au niveau du travail, là. Je pense que c'est plus difficile de me concentrer quand j'ai un manque de sommeil, mais je pense que c'est juste parce que c'est plus facile justement de voir que tu n'es pas concentré. Je pense que les effets négatifs du manque de sommeil sont aussi représentatifs en entraînement. C'est juste que des fois, on ne le constate pas aussi bien. Euh, donc, moi, c'est vraiment quelque chose que je m'étais mis comme défi là, d'essayer d'améliorer en 2023, d'avoir toujours au moins entre 7 et 8 heures de sommeil par soir. Puis même là, je sais que c'est pas beaucoup. En fait, j'essaie toujours de miser pour plus que 8 heures, mais c'est quelque chose que des fois, quand on a un horaire assez chargé, là, j'ai de la misère à faire ça. C'est quoi dormir assez? Là, tu viens de parler de 7-8 heures. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est quoi le assez? Parce que est-ce que le assez pour moi, c'est le même assez que pour Thomas ou Robin, à qui je donnerai la parole un petit peu plus tard? Non, mais je pense que Sabine a donné un bon exemple, là. Je pense que si tu vas en vacances, puis justement, tu te couches le soir, puis tu n'as pas de contrainte à quelle heure te réveiller le matin, je pense que la moyenne des heures que tu dors, je pense que ça montre à quel point c'est ça que tu as besoin. Par contre, moi, je remarque aussi que des fois, quand je relâche, c'est là que je suis de plus en plus fatiguée. Donc, si je vais en vacances ou j'arrête de m'entraîner ou pour une raison X, mon rythme change, mes besoins de sommeil changent aussi. Je réalise que je vais dormir beaucoup plus, mais c'est peut-être aussi une indication que je manque de sommeil dans mon, dans mon quotidien. Donc, c'est sûr que c'est propre à chacun. Et puis, chacun doit trouver la meilleure formule pour eux, surtout pour les gens qui sont plus. Il y en a aussi qui fonctionnent mieux le soir versus il y en a qui fonctionnent mieux le matin. Donc, évaluer un peu quand est-ce que tu peux rentrer le sommeil. Bien, on passe au deuxième point, à moins Juste, que Moi, Sabine moi, te mette. j'aimerais bien. Si, moi, j'aimerais pardon. bien ajouter parce que je pense que Robin actuellement est un grand spécialiste de sommeil avec un nouveau-né à la maison. Je pense qu'il peut nous. S'il se blesse cette année, on est plus que sur de la corrélation. En fait, pour se blesser, il faudrait déjà que je m'entraîne. Donc, tu vois. Ah oui, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai que c'est la condition sine qua non. Du coup, Et ouais, je peux Sabine, juste rajouter un truc, c'est que bien par sûr. contre, en fait, il y a un truc, enfin, il y a un piège, c'est que le surentraînement, ça induit un des symptômes, c'est les troubles du sommeil. Donc, des fois, quand on est épuisé, on n'arrive pas à dormir. Donc là, il faut vraiment lever le pied à ce moment-là. Si on constate, c'est soit des troubles de l'appétit, soit des troubles du sommeil, ça fait partie avec les troubles de l'humeur, des symptômes du surentraînement. Donc, si on s'entraîne beaucoup et qu'on constate que malgré tout, on n'arrive pas à dormir, il faut quand même se poser la question. Parfait. Deuxième erreur, le footing de récupération. Le footing de récupération, il porte bien son nom avec récupération. Quand on fait un footing, en gros, il faut courir lentement. C'est ça, Tom? Alors, le footing de récupération, il y a que les triathlètes qui ont inventé la récupération avec un autre sport que du repos complet. Parce que la vraie récupération, c'est quand on fait rien. Le footing de récupération, je dirais que c'est du footing qui permet ce qu'on appellera de développer ce qu'on appelle la capillarisation, donc développer un petit peu des capacités aérobies supplémentaires. Donc, on va dire, comme image pour nos auditeurs, on pourrait dire que les séances seraient des comprimés et les footings d'endurance fondamentale des verres d'eau. Si vous prenez que du verre d'eau, ça ne soigne pas grand-chose. Si vous prenez que des comprimés, ça vous étouffe. Donc, dans l'idée, un programme d'entraînement serait un petit peu sur ce modèle-là. Et le footing de récupération trop rapide, finalement, devient presque un comprimé. Donc, en fait, vous n'êtes pas à assimiler les vrais comprimés qui sont censés vous soigner. Donc, dans cette image-là, on serait un petit peu là-dedans. Donc, souvent, les débutants sont souvent un peu les rois du moyen. C'est-à-dire, quand il faut aller vite, ils ne vont pas assez vite. Et quand il faut aller doucement, ils ne vont pas assez doucement. Donc, le footing de récupération un peu trop rapide favorise et fabrique un petit peu cette mésadaptation de notre organisme à un entraînement construit. Sabine, qu'est-ce qu'il faut c'est quoi le point de repère pour tous les gens qui nous écoutent? Parce que ça sert à rien de parler de pace, ça sert à rien on est tous différents, on est tous, on court pas forcément sur les mêmes surfaces, etc. C'est quoi le point de repère? C'est quoi un footing pas trop rapide? Le point de repère, c'est que Nicolas Navarro fait ses footings de récup entre 10 et 11 km/h.
Donc, Alors qu'il court son marathon en presque 2h07 c'est ça. ou 2h08. Ouais. Non, ouais, le point de repère, c'est déjà d'être capable de tenir. Je pense que le point de repère le plus facile, c'est d'être capable de tenir une conversation aisée et d'avoir l'impression qu'on peut durer des heures à cette allure-là. Parce qu'en plus, ton footing de récupération ne sera pas forcément exactement à la même allure si tu es dans un état de fatigue ou si tu es dans un état de bonne forme. Donc, même d'une personne à l'autre, l'allure peut un peu varier. J'ai une petite anecdote là-dessus. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment le conseil. À chaque fois que j'ai une nouvelle personne à coacher, je dirais au moins 2 personnes sur 3, je suis obligée de leur demander de ralentir sur les footings. Et donc, quand j'étais petite, je faisais du ski de fond et je me souviens très bien. Donc, le coach nous faisait passer, des fois, on faisait des exercices. On faisait plus souvent des jeux, mais parfois des exercices. Et il nous dit, vous faites un passage lent, un passage rapide. Donc, moi, le passage lent, je m'applique. Passage rapide, je m'applique aussi. Il me dit, j'ai pas vu la différence. Et du coup, ça m'a marqué. Depuis, je fais attention. Il faut vraiment marquer la différence, en fait. Si sur tes footings, tu es à 10% plus lent que ce que tu fais en course, il y a quelque chose qui ne va pas. Marianne, tu conscientises, toi, cette récupération en courant? Parce que c'est ça, en gros, c'est l'idée de la conscientisation d'accepter, en fait, de volontairement courir pas trop vite. Oui, absolument. Moi, je fais beaucoup, beaucoup de zone 1 dans ma propre pratique, puis aussi dans le coaching que je fais à travers le coaching du coureur. Puis moi, ce que je dis en fait à mes athlètes, c'est pense au pace que tu pourrais courir infiniment. Moi, c'est comme ça, je l'amène plus que même juste des heures. Je pense que c'est le pace que tu penses que tu serais capable de conduire, de garder là, jusqu'à à l'infini. Puis c'est ce pace-là que je veux que les gens Jusqu'à courent. ce que tu trouves le sommeil Ouais, pour parce faire que, le plan. mais j'aime ça amener à l'extrême parce que je trouve que trop souvent, en fait, l'erreur numéro 1, c'est que les courses zone 1, on les fait pas du tout dans le zone 1. Puis c'est vraiment, je pense que ce que je recommande là, à mes athlètes, c'est que le volume de base, là, vraiment, récup, ça sert absolument à rien d'aller vite, en fait. Donc, c'est ce que je dis. C'est même pire que ça ne sert à rien. C'est contre-productif parce que Ouais. la séance que tu as mis le lendemain en pensant que la personne serait fraîche, en fait, elle est déjà fatiguée par son footing. Ouais. Troisième point, troisième erreur, la mauvaise alimentation. Est-ce que l'alimentation a un tel impact sur l'entraînement si je décide de manger, je sais pas moi, des burgers, mettons, est-ce que je vais vraiment moins bien m'entraîner que si je mange une alimentation pleine de couleurs dans mon assiette, Thomas? Bah, ça, en fait, ce point-là, il est presque un petit peu. Alors, mauvaise alimentation, je parle plutôt des troubles alimentaires. Et je pense qu'aujourd'hui, si on s'adresse globalement à des trailers et des ultra-trailers, j'ai envie de dire que le, le trop d'alimentation, c'est-à-dire le burger et tout ça, le trop d'alimentation, je pense que va être beaucoup, beaucoup, beaucoup moins impactant que le manque d'alimentation ou des régimes hypocaloriques. Donc, c'est plus ce point-là, il est plus en lien avec souvent une stratégie de perte de poids qu'une stratégie de je ne fais pas vraiment attention à ce que je mange. Quand on s'entraîne 20 heures par semaine en course à pied, j'ai envie de dire que globalement, on peut à peu près manger ce qu'on veut sans que ça soit impactant sur un risque augmenté de blessure. Bien plus, en tout cas, que si on est dans un régime restrictif et on essaye de s'affûter en lien avec l'alimentation et un régime restrictif. Donc, ce point-là, il est essentiellement plus pour sensibiliser au manger suffisamment par rapport à la dépense calorique. Marianne, ton rapport à l'alimentation et l'alimentation versus entraînement. Moi, c'est une anecdote, mais je te revois toujours à grignoter tes légumes crus. C'est l'image que j'ai de toi, souvent à croquer une carotte ou un légume cru. Oui, mais je pense que ce que Thomas dit est 100% vrai. Je pense que le problème numéro 1 en alimentation, c'est qu'on ne mange pas assez, pas nécessairement qu'on ne mange pas les bons aliments. Quoique ça, c'est sûr que ça pourrait être un problème plus secondaire. C'est vrai que j'aime beaucoup les légumes
cru, mais je m'assure quand même d'avoir un apport calorifique qui est assez élevé pour supporter l'entraînement que je fais. Puis c'est vraiment, je pense que c'est le problème numéro un, là, c'est de s'assurer qu'on entre assez de calories pour les dépenses énergétiques qu'on fait. Donc, je pense que Thomas Et l'a bien expliqué. quand on parle d'alimentation, est-ce que la nutrition sportive, alors on a un partenaire de cette émission NAC, mais on met ça entre guillemets de côté, est-ce que la nutrition sportive est essentielle, indispensable, fondamentale pour l'entraînement, ou est-ce qu'une alimentation de base peut suffire? Est-ce que ça a un rôle important, Sabine? Alors, je précise, c'est pas mon métier, je suis entraîneur, mais je pense que l'alimentation à l'effort, à partir du moment où on s'entraîne plus de 3-4 fois par semaine, c'est quand même fondamental. Après, est-ce que ça a besoin d'être des produits dédiés? Non, en fait, on peut apporter ça par du miel, des bananes ou... En tout cas, le corps à l'effort a besoin de glucides, notamment pour les séances longues et intenses. Et c'est vrai que des fois, il peut y avoir parfois une sorte de petite fierté de faire ses sorties le plus long possible à jeun. Ou... En fait, ça, c'est juste... Certes, tu vas finir ta sortie, en fait, parce qu'on a tous, même les plus fins d'entre nous, suffisamment de lipides pour arriver au bout de la sortie qu'on a entrepris. On est des animaux bien faits, on ne meurt pas de faim comme ça en quelques heures. Mais par contre, en fait, l'impact... la fatigue engendrée va être beaucoup plus importante. Donc, à terme, on nuit à la qualité de l'entraînement, voire même si on ne mange pas suffisamment en récupération, on tombe dans le REDES qu'on abordera plus tard dans un autre Oui, podcast. en détail. Mais moi, je valide totalement ce qu'ont dit Marianne et Thomas. Je pense qu'il faut vraiment se boucher les oreilles de toutes les idées de nouveaux régimes et de machins et de revenir à l'essentiel. Et si on se pose des questions, demander à un nutritionniste du sport de faire une petite évaluation de nos apports, de nos dépenses et de quoi on a besoin. Et on fera aussi une émission qui sera totalement consacrée à la nutrition durant la saison. Un petit mot, parce que tu parlais de la course à jeun. On est d'accord que là, ça peut entrer dans une phase d'entraînement. On peut très bien, en fait, très bien manger, bien s'alimenter, mais mettre des séances de course à jeun, c'est pas incompatible, hein. Les gens qui courent régulièrement à jeun ou qui vont au travail le matin et qui prennent leur petit déjeuner seulement une fois arrivés au travail, c'est pas une erreur d'entraînement, ça. L'adaptation recherchée est de mieux oxyder les lipides pour se retrouver un petit peu en situation de fin de course. Oxyder pour utiliser les lipides comme substrat énergétique. Les détruire pour les utiliser. Dans l'idée d'économiser des glucides ou d'anticiper un moment où on n'en aura plus assez dans l'effort. Alors déjà, la plupart des études sur l'entraînement à jeun sont menées chez des hommes. Chez les femmes, j'ai beaucoup plus de doutes sur l'intérêt de ce type d'entraînement parce que normalement, les femmes ont une capacité naturelle à mieux oxyder les lipides. Et quand même, les troubles du cycle, par exemple, chez la femme, pour 2 personnes qui vont manger la même quantité d'énergie dans la journée, le fait de passer beaucoup d'heures en déficit va engendrer plus facilement des troubles du cycle chez la femme. Donc, est-ce que commencer sa journée en creusant déjà son trou est une bonne idée? C'est vraiment à adapter au cas par cas. Il y a des personnes qui vont être très tolérantes à ça, d'autres personnes pour qui ça va engendrer un stress important sur l'organisme et chez qui ce n'est pas forcément une bonne idée. Parfait. 4e erreur à ne pas commettre, c'est à ne pas commettre, éviter le renforcement musculaire. Ne pas faire de renforcement musculaire, c'est une erreur. Thomas? On va pas dire que c'est une erreur. C'est c'est sur ta liste, hein. Oui, non, c'est pas une réelle. On va dire que celui-là, on va le pondérer un petit peu. C'est pas une réelle erreur. C'est qu'effectivement, ça peut surtout passer 40 ans.
être préférable par rapport à une augmentation des sorties longues, par exemple. Donc, je pense que le renforcement musculaire, aujourd'hui, c'est plus vraiment ni le moment, ni le lieu d'essayer de débattre que ça ne sert à rien. Non, ça sert, ça c'est sûr. Après, pour optimiser l'entraînement et dès qu'on commence à s'inscrire dans une démarche de performance, je pense que le renforcement musculaire, ça me semble être pertinent, surtout en plus en trail, de l'intégrer régulièrement dans un plan d'entraînement. Je pense qu'après, Sabine, encore une fois, elle nous avait fait passer des papiers également sur l'intérêt du renforcement musculaire et notamment les protocoles. Si on doit amener rapidement 2-3 éléments sur le renforcement musculaire, là on parle de renforcement musculaire, mais ce qui est encore mieux, c'est de la musculation, parce que pour moi, le renforcement musculaire, on va dire, c'est au poids de corps, et en fait, globalement, ce qui marche le mieux, c'est quand même du renforcement avec une charge relativement importante et des répétitions relativement courtes, si possible avec échec à la dernière répétition. Donc, on parle de stratégie de renfort qui serait 3 séries de entre 6 et 8 répétitions sur des exercices intéressants. Donc, le renforcement en mode je rajoute un peu du crossfit en amont ou pendant mon footing, c'est pas mauvais, mais c'est loin d'être optimisé dans le cadre de nos activités respectives. Juste pour compléter ce que tu viens de dire, tu parles d'exercices en particulier. Il y en a 3 que tu soulignes dans ton infographie. Certainement, c'est pas certainement les 3. Il y a le soulevé de terre, il y a le squat bulgare qui est en fait un squat, mais avec une jambe qui est en extension. Oui, c'est ça, hein, qui est placée à l'arrière du corps. Et puis la 3e, c'est l'extension de hanche. Le hip thrust, ouais. C'est-à-dire qu'en gros, là où on s'intéresse à 3 groupes musculaires clés, surtout pour le squat bulgare qui finalement serait un petit peu mixte parce qu'on fait travailler en même temps en synergie le quadriceps et les fessiers. Donc ça, c'est hyper intéressant, mais c'est surtout par rapport au quadri. Le soulevé de terre pour se faire travailler les ischio-jambiers, surtout dans leurs composantes de freinage et donc d'excentrique. Le soulevé de terre pour les novices, c'est j'ai une charge que je viens enlever du sol. Et le hip thrust qui serait la partie en fait plus travail des fessiers. Ça me semble être les 3 exercices qui pourraient être les plus probants et qu'on pourrait finalement faire assez facilement toute l'année et qui apportent réellement des avantages significatifs par rapport à simplement des burpees ou des swing balls, quoi. Marianne, toi, tu es encore donc depuis l'UTMB dans cette phase où tu te reconstruis. Quelle place a le renforcement musculaire? Est-ce que tu en fais en sachant que tu as potentiellement de la douleur associée au renforcement musculaire, notamment sur les exercices dont vient de parler Thomas? Oui, bien en fait, après l'UTMB, c'est sûr que j'ai fait un 4 mois intensif là, pour essayer de rétablir un peu là, les manques d'équilibre que j'ai dans mon corps. Mais je t'avouerai que c'est toujours quelque chose que je dois toujours. Je vois ça comme deux paliers que je fais, la course et la musculation. Puis quand je fais les deux en même temps, souvent il y a quelque chose qui lâche. Donc j'essaie toujours si je monte le volume, de réduire un peu la musculation tout en gardant quand même une belle base parce que c'est super important. Mais j'en ai fait énormément là, justement quand je faisais pas de course à pied parce que c'est là que j'avais la capacité de le faire dans mon corps. Puis je pense que c'est individuel à tout le monde. Il y en a qui sont capables de faire les deux de façon égale, mais moi, j'ai beaucoup de difficultés là, quand je fais les deux de façon si je fais les deux à 100%, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour moi. Donc, je joue un peu avec les deux, là. Sabine, qu'est-ce que tu penses du renforcement musculaire? Est-ce que c'est une erreur de ne pas faire de renfort? Moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'ont dit Thomas et Marianne. Alors, une erreur fatale, non, mais c'est sûr que c'est un bon moyen de progresser, d'utiliser son temps, quoi, pour progresser. Et après, effectivement, ce qui a le plus montré ces résultats dans la littérature, c'est des charges lourdes, un entraînement en force. Donc parce que ça travaille la puissance. Après, c'est un peu difficile à mettre en place chez des personnes qui n'ont jamais fait de musculation dans leur vie. Un bon intermédiaire, ça peut être
des exercices de pliométrie parce qu'on a quand même moins de risques qu'ils soient mal exécutés. Et des choses comme des fentes sautées, des sauts de grenouille, des foulées bondissantes, ça va permettre de travailler tous les muscles utiles à la course à pied. Ça peut se faire dehors, donc globalement, quand même, les gens qui font du trail font ça pour l'évasion, donc leur proposer quelque chose qui peut être fait dehors, c'est un certain avantage. Et sinon, moi, je suis tout à fait en accord avec mes collègues. Confirme que les sauts de grenouille, ça fait mal et c'est efficace. Pour ceux qui détesteraient le renforcement musculaire et qui ont juste envie de courir, est-ce que ceux qui nous entendent puis qui veulent pas entendre parler de renforcement musculaire, il faut leur dire essayez quand même, forcez-vous. Non. Pardon. Pardon, moi je leur dirais faites des sprints en côte. Parce que les sprints en côte, c'est de la musculation naturelle. Tom. Vas-y, Tom. En fait, ça va dépendre de leur objectif. Si j'habite à Reims, je veux faire l'UTMB et que j'aime pas le renforcement musculaire, je pense que c'est plus sage de changer d'objectif. De pas vouloir faire l'UTMB. Ouais. Non, mais voilà, à un moment donné, c'est comme j'habite à Nevers, je veux faire du surf. Oui, mais c'est bien. Mais ça va être compliqué. Et que encore à Nice, ça va, mais à Nevers. Ça se défendrait. Mais à un moment donné, je suis complètement raccord avec moi. Je ne suis pas fan absolu de faire du renforcement. On ne fait pas du trail pour passer sous une barre. Mais ça optimise quand même vraiment le temps imparti à la pratique. Et que si on habite en montagne et on est juste à côté d'un plus 2000, oui, ça peut se défendre, éventuellement passer un peu plus de temps en montagne et passer pas forcément du temps à faire du renforcement. Encore une fois, c'est une question de stratégie et d'optimisation du temps par rapport à un objectif précis. La course à pied, on ne fait clairement pas de la course à pied pour passer son temps à faire du renforcement. Mais ça peut aider et optimiser notre temps. Ouais, comme tu disais, en plus avec l'âge, je pense que c'est un vrai bénéfice santé en plus de ça, de faire de la musculation. Et Robin fait-il des sauts de grenouille? Pour être honnête, je ne sais même pas ce que c'est. Donc, tu veux pas savoir. Tu veux pas savoir. Tu t'accroupis et tu sautes le plus haut possible. Je t'enverrai des vidéos. Si je fais ça, il faut pas que j'ai mangé indien la veille, hein, par contre. 5e erreur, je vais donner la parole à Marianne pour la 5e erreur à ne pas faire de sortie longue. Alors toi, tu es une amatrice de sortie longue. Est-ce que tu es d'accord avec cette erreur-là dans le cadre d'un entraînement, se limiter à des sorties courtes, c'est une erreur? Après, ça dépend peut-être aussi de l'objectif qu'on a, mais... Oui, ça dépend vraiment beaucoup de l'objectif, mais moi, je trouve que c'est la clé de beaucoup de réussite là, quand on fait des sorties longues qui sont similaires aussi aux objectifs que nous avons. C'est bien beau aller faire un 8 heures sur le plat si tu te lances sur l'UTMB. Évidemment, c'est pas le but de la sortie longue, mais c'est sûr que je pense que c'est super important et super clé, là, surtout à un certain 3-4 semaines de l'événement, de faire un back-to-back sortie longue. C'est sûr que je trouve que c'est une très bonne idée. Et de faire des sorties longues à chaque semaine quand on n'a pas d'objectif, est-ce que c'est toujours une bonne idée ou est-ce que c'est une erreur de ne pas faire de sorties longues, même quand on est en dehors de la saison de préparation? Mais je pense que chacun a une limite différente là, à son corps, mais c'est sûr que moi, une grosse partie de l'année, je ne fais pas de sortie longue, justement pour donner le temps à mon corps de bien récupérer. Mais je sais aussi que les limites de chacun sont différents. Puis moi, ma limite est peut-être un peu moins élevée que pour d'autres, là, mais c'est pourquoi je me donne au moins un 3-4 mois où je ne fais pas autant de sorties longues. Mais je passe plutôt du temps sur les skis ou quelque chose comme ça. Sabine? Comme le disait Marianne, ce qui est important, c'est d'accumuler du temps en zone 1. Donc, est-ce qu'on le fait l'endurance par un gros coup le dimanche ou est-ce qu'on le fait en répartissant plus dans la semaine? Ça dépend beaucoup de l'organisation de chaque personne. Et en fait, là, on identifie des erreurs, mais il faut savoir aussi que tout le monde est différent et puis on apprend de ses erreurs. Donc, on veut éviter aux gens de foncer droit dans le mur, mais mine de rien... je pense autour de cette table, on a tous fait des erreurs, on en a appris quelque chose et en fait, ce serait pas très rigolo une carrière de quelqu'un qui ferait pas d'erreurs. Donc là, on donne des grands principes, mais il faut pas tout de suite
ouais, c'est pas les 10 commandements de la bande AD+, quoi. D'ailleurs, la sortie longue, Thomas, c'est Oui. quoi? C'est à partir de quand on parle d'une sortie longue? Ça dépend. Il y en a, c'est au bout d'une demi-heure. Voilà, c'est ça. Donc, la sortie longue, c'est déjà dans une stratégie de je veux avoir un objectif qui est un peu plus long que ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, du coup, j'ai besoin d'accumuler du temps d'exercice à intensité basse. Maintenant, en gros, ce que dit Marianne est juste. À un moment, on n'est pas obligé d'avoir une espèce de stratégie identique tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'il faut avoir une routine de planning, mais pas forcément de training. C'est-à-dire que le truc du genre, le mardi, c'est seuil, le jeudi, c'est ma VMA, le samedi, c'est ma sortie vallonnée et mon dimanche, c'est ma sortie longue, et ça, c'est parti pour 52 fois par an. Ça marche pas en fait. Donc, on a des périodes de l'année où il faut être un peu plus optimisant sur un développement de puissance, à un moment donné de l'année où on est un peu plus optimisant pour développer son endurance de base, et ainsi de suite. Donc, la sortie longue, je pense qu'il faut qu'elle soit progressive et qu'elle soit en phase avec ce qu'on a besoin. Alors, si on a besoin de faire une sortie longue pour préparer l'UTMB, oui, à un moment donné, ça va être du très, très long. Mais après, on peut faire aussi avoir une stratégie d'une sortie longue pour préparer un marathon. Là-dessus, c'est d'ailleurs intéressant parce qu'il y a une étude qui est sortie sur ceux qui préparent en fait les erreurs d'entraînement pour on va dire les coureurs récréatifs qui préparent un marathon. Et en gros, le plus gros risque, bien sûr, pour pas être au départ, c'est de se blesser. Et en fait, ils ont quand même corrélé les choses avec on a moins de chances de blessure pour les coureurs qui ont eu la plus grande sortie longue à l'entraînement. C'est-à-dire que tous les coureurs qui ont fait la sortie la plus longue à l'entraînement avaient été moins blessés que ceux qui avaient fait la sortie longue la plus courte. Donc ça, c'est intéressant de se dire que plus on est proche de notre objectif, finalement, mieux l'objectif risque de bien se passer. Et l'autre point que je voulais soulever, c'était est-ce que c'est intéressant de faire 8 heures ou 2 fois 4 heures dans la même journée? Il y a une étude sur l'optimisation des réserves glucidiques, parce qu'en finalement, on se rend compte que la sortie longue, elle est faite pour économiser son stock de glycogène, pour optimiser ce qu'on disait au début, la lipolyse, c'est-à-dire l'utilisation des graisses à l'effort. Sur cette étude-là, alors il faudrait regarder, j'ai pas analysé plus que ça la cohorte et le protocole, mais dans l'esprit, c'était plus intéressant de courir 2 fois par jour 4 heures que d'aller courir 8 heures en montagne. Ok. Et donc après, voilà, mais encore une fois, à un moment donné, quand on fait la sortie longue, c'est pas qu'un problème physiologique, c'est aussi un problème mental. C'est-à-dire que quand on court 8 heures, on court 8 heures et on entraîne aussi son endurance mentale à courir 8 heures. Et que 2 fois 4 heures, parce qu'on en a marre, c'est quand même pas tout à fait pareil pour la tronche que d'être 8 heures sur les cannes. Donc, tout est discutable, tout peut s'entendre si c'est bien argumenté et si c'est en phase avec l'objectif final. 6e erreur, je te redonne la parole, Marianne, puisque tu en as parlé tout à l'heure, ne pas s'écouter. Tu disais que, justement, parce que tu t'écoutes en ce moment, tu es en train peut-être de revoir tes plans de match pour la saison, même si elle était très enthousiasmante. Donc ça, c'est clairement quelque chose que tout le monde doit considérer, s'écouter, écouter les signes de notre corps et peut-être même de notre tronche, pour reprendre l'expression de Thomas, la tête. Oui, écoute, en toute franchise, je pense que je suis pas la personne la meilleure pour dire qu'on devrait s'écouter parce que j'ai pas un palmarès très très épatant là, pour éviter les blessures, mais c'est pourquoi aussi j'essaie de grandir de mes erreurs. Puis encore aujourd'hui, tu sais, je fais des erreurs au quotidien, à savoir que je m'écoute pas assez. Puis je pense que c'est mon défaut numéro 1 en tant qu'athlète. Et puis c'est pourquoi j'essaie de me le répéter, puis j'essaie de me le rappeler. Mais des fois, je prends la décision un peu trop tard. Et puis c'est pourquoi c'est un peu mon discours aujourd'hui, autant pour moi que pour tout le monde, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on devrait plus faire. Là, tu sais, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui marche pas, c'est que ton corps te parle. Même si ta tête et ton mental est vraiment motivé, si ton corps n'est pas là pour suivre, tu ne seras pas capable d'accomplir ce que tu veux faire.
Donc, moi, ce que je pousse beaucoup chez mes athlètes, c'est que dès qu'il y a une petite douleur, tu sais, de prendre un repos, c'est vraiment mieux de prendre 3 jours aujourd'hui que 3 mois dans une semaine. Donc, c'est vraiment ce que j'essaie de promouvoir, mais je suis très au courant que je suis pas je suis pas le poster child pour ça, malheureusement. J'aimerais l'être, mais je le suis pas encore aujourd'hui. Mais sauf que tes erreurs permettent de pouvoir donner des conseils malgré tout. Ouais. J'enchaîne. On a beaucoup parlé de cette force mentale que tu avais eue et que à l'UTMB notamment, pas que, mais parce que j'ai souvenir aussi d'un ultra trail Americana où tu fais je pense, 25 ou 30 derniers kilomètres avec une fille qui n'en peut plus, mais tu vas quand même au bout. Est-ce que c'est un conseil enfin, je sais pas, est-ce que tu le referais? Alors, tu m'as dit que voilà, cette deuxième place reste quand même plus forte que tout à l'UTMB, mais savoir que ça a des conséquences sur le long terme d'aller chercher cette deuxième place à l'UTMB et donc finalement de ne pas t'être écouté puisque clairement tu souffrais le Ouais. martyr, peut-être même sur la fin. Est-ce que aujourd'hui sur une course, tu retombes avec ce genre de signal? Est-ce que tu t'arrêtes? Ou est-ce que c'est plus fort que toi, tu sais que il va falloir que tu ailles au bout? C'est pas une course, Nico, c'est l'UTMB. Ouais, non, je sais. C'est ça l'affaire. Donc, beaucoup de gens me posent la question à savoir pourquoi j'ai continué, puis pourquoi j'ai pas arrêté, puis est-ce que je le regrette et tout ça. Ma réponse Mhm. demeure que je ne le regrette pas. Par contre, ça me fait comprendre que je ne serais pas prête à faire ça pour n'importe quelle course, puis je ne serais pas prête à faire ça pour n'importe quelle situation. Donc, je pense que pour moi, ça faisait, tu sais, Nico, tu connais mon passé, ça faisait déjà 4 ans que j'étais un peu on the side à cause des blessures. Et puis là, j'avais la chance de me retrouver sur l'UTMB. Et non seulement j'avais la chance de me retrouver sur l'UTMB, mais j'étais en une bonne position. Donc, moi, mon cœur a pris le dessus, puis c'est ce qui m'a amené jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est pourquoi j'ai terminé. Mais je pense que pour ma santé physique, et, non, et pas nécessairement ma santé mentale, mais pour ma santé physique, je ne dois pas prendre cette décision sur toutes les courses que je prends. Et puis, quand je me suis retrouvée au Costa Rica il n'y a pas si longtemps, je me suis tourné la cheville vraiment sévèrement. J'ai pris la décision d'arrêter parce que je trouvais que dans ce cas-là, je trouvais pas que c'était la bonne décision à prendre de continuer. Donc, je pense vraiment que c'est du cas par cas, puis c'est différent pour chaque personne. Il y en a qui auraient décidé d'arrêter l'UTMB, puis j'aurais trouvé ça très, très correct comme décision. Respectable. Une déchirure dans le psoas, je pense que c'est une raison assez bonne pour arrêter, mais moi, j'ai décidé de continuer, puis je ne regrette pas cette décision-là qui m'a quand même apporté beaucoup, et puis je pense qu'il va continuer de m'apporter là, pour plusieurs années encore. Et puis je rappelle que tu étais quand même en tête de l'UTMB. Sabine, Ouais. ne pas C'est pas s'écouter. toujours facile de savoir dans C'est un l'action. détail, c'est un détail assez intéressant. Ouais. Que Marianne était Bah, en qu'elle tête, était c'est ça? en tête, je veux dire, en tête, à mon avis, il y a n'importe quel athlète de haut niveau. Bon, tu te poses la question quand tu viens de passer deux, mais quand tu es en tête, je suis pas certain que tu abandonnes. Mais en plus, c'est pas facile dans le moment de savoir si c'est grave ou pas parce que arrivé à Champé, personne n'est non plus en super état. Donc, de savoir si Ouais. dans l'optique où tu te serais arrêté, puis 2 heures après dans la voiture, tu pétais la forme, ben, c'était difficile aussi. Donc, voilà, c'est impossible comme question à répondre. Mais En tout cas, tu as fait ça, tu as fini deuxième et voilà. mais par contre, je vais juste dire que je le savais là, qu'il y avait mon corps et j'étais plus capable de lever la jambe. Là, c'était vraiment. Ouais, il y a quelque chose J'avais qui vraiment cloche. quelque chose qui marchait pas. C'était pas juste j'étais fatiguée. Là, j'avais vraiment un défaut, mais bon, tu sais, en même temps, j'avançais, donc j'ai continué. Juste pour nos auditeurs, il y a quand même il y a il y a une différence parce que quand même on parle d'un défaut, d'une erreur d'entraînement, on n'est plus vraiment dans l'erreur d'entraînement là. Et il y a quand même des, il y a quand même des, On a digressé, comme on dit. ouais, il y a quand même des paliers entre Marianne et je consulte un médecin parce que j'ai une ampoule après mon footing de 40 minutes. Donc on est quand Absolument. même voilà, on a un Mais, curseur ouais. adaptable. Mais tu as raison de recadrer, Thomas. Et c'est vrai que par contre, je pense que s'il y a quelque chose à transmettre, c'est qu'en fait, c'est pas normal d'avoir toujours mal quelque part, quoi. C'est possible de courir, de s'entraîner régulièrement et d'avoir pas des douleurs qui vous poursuivent un coup le tendon, un coup le genou. Normalement,
si on calibre bien l'entraînement et la récup, on n'a pas une douleur tout le temps. Alors, et quand une douleur survient, on l'écoute, on se demande d'où elle vient et on adapte. C'est plus ça à retenir. Et par exemple, quand on a des courbatures Alors, parce qu'on a moi, eu un je me entraînement difficile, suis on appelé, peut aller dessus. j'ai arrêté. Oui, Thomas? Oui, oui, bah, on peut aller dessus, oui, pour rebondir sur ta remarque, oui, on peut aller dessus. Après, ça dépend de l'entraînement qu'on a prévu à ce moment-là. Moi, j'ai arrêté quand je passais plus de temps à adapter mon entraînement et à me soigner plutôt qu'à m'entraîner. J'ai arrêté le haut niveau, en fait. J'ai arrêté de m'entraîner dans ce but-là. Et quand je passe plus de temps à essayer d'adapter les choses ou à récupérer d'une séance qui n'était pas stratosphérique, j'ai dit là, peut-être qu'à un moment donné, mon rythme de vie et ce que j'aspire est plus en phase avec mes capacités. Donc, voilà, après, à un moment donné, c'est pas très grave de passer à autre chose. Mais alors, sur le coup c'est effectivement, je rejoins Sabine, c'est pas normal d'avoir une espèce de saison tamalou, à savoir à chaque fois que je vais courir, c'est où je vais avoir mal aujourd'hui. Donc non, c'est pas normal d'être. Mais dans un processus adaptatif, c'est un peu logique quand on a été cycliste, par exemple, d'avoir un début de carrière ou un début d'adaptation à la course à pied un peu compliqué. C'est logique. Ouais. Ça nous amène à notre septième et avant-dernier point, si tant est qu'il n'y en a que 8, c'est courir sur blessure. En gros, faut pas ou il faut éviter le maximum, on vient de le dire. Mais c'est quoi même chose, c'est quoi la limite? C'est à partir de quand on considère qu'on a une blessure? Je tatillonnais volontairement avec l'histoire des courbatures parce que quand on a fait une grosse course puis on a vraiment du mal à monter ou à descendre les marches, ça va pas bien, mais on n'est pas blessé nécessairement. Et c'est quoi notre jugement? Notre jugement doit être, Thomas, tu dois avoir une belle formule encore pour ça. C'est quoi qui nous permet de savoir si on est blessé ou si on peut y aller? Alors, en fait, la blessure, ça va vraiment dépendre du niveau de pratique. C'est-à-dire que la blessure de quelqu'un qui prépare un objectif, entre guillemets, élite ou haut niveau, c'est pas vraiment la même chose que comment dire, le pratiquant le coureur récréatif, récréationniste. Là, on voit à peu près ce que ça veut dire. Non, le coureur récréatif qui, lui, va se dire aujourd'hui, je me sens blessé depuis quelque temps parce que je suis en train d'essayer d'adapter mon entraînement pour réussir à pas sentir trop ma douleur. Donc, la blessure en elle-même, il y a des définitions de la blessure. Hein. Par exemple, si on prend la blessure c'est celle que j'avais utilisée pour le master que j'avais fait sur les blessures du récréatif. C'est dès que vous avez une blessure qui vous oblige à vous arrêter ou adapter votre entraînement ou qui vous oblige à consulter un professionnel de santé, là, vous êtes blessé. Après, la blessure qui vous oblige, entre guillemets, à adapter votre entraînement de façon permanente, est-ce que c'est une blessure? Est-ce que c'est simplement un symptôme? Donc, je dirais qu'une blessure qui augmente à l'effort et qui est présente 3 jours de suite, je pense qu'elle nécessite d'être… c'est plus quelque chose qui chuchote, c'est quelque chose qui crie et qu'il faut l'écouter. Il y a une échelle, hein, tu as publié, alors je ne sais pas si c'est toi, Oui. mais dans ton bouquin, le B.A.B.A. des bobos du coureur, tu as mis une échelle de douleur qui va de 1 à 10 et qui permet d'essayer d'évaluer Oui. aux sensations la douleur. C'est-à-dire que globalement, une douleur, un inconfort de 2 à 3 sur 10 qui stagne pas, qui stagne et qui est toujours un peu présent. Je pars quand même du principe qu'il faut analyser 2 choses quand on fait de la course à pied et qu'on a une petite blessure, c'est la douleur et la fonction. C'est-à-dire que si la fonction augmente, mes entraînements augmentent et que ma douleur reste globalement à un stade de 2-3 sur 10, je pense qu'à terme, ça va s'améliorer. Une douleur qui augmente avec l'augmentation des entraînements, on se pose la question. Mais dès que ça dépasse 4 sur 10, c'est-à-dire que le signe qui nécessite de poser la main sur la zone et frotter, ça c'est 4 sur 10. Donc maintenant, il y a un biais puisque vous le savez. Mais quand vous avez 4 sur 10 et que vous frottez la zone, c'est que là, la douleur est un peu trop importante et qu'elle nécessite d'être considérée. Parfait. Dernière
Erreur à ne pas. Elle revient. Ça fait quasiment une C'est un boucle peu la avec même, ouais. Oui, ça fait une boucle. avec la première. Récupérer, c'est tricher. Sabine, est-ce que ne pas se donner le temps de récupération, donc notamment de dormir, mais pas que, tu considères que c'est une erreur ou une possible adaptation dans le cadre de l'entraînement? À ton avis? Je posais une question en y répondant un peu. Mais... Ah, si on s'est entraîné et qu'on récupère pas, on n'a fait que la moitié des choses. Thomas, une belle petite Moi, phrase. ce que je dirais, c'est que l'important, ce n'est pas vraiment ce qu'on fait, c'est ce qu'on assimile. Donc, à la lumière de tout ce qu'on vient d'énumérer, surtout par rapport au premier point, oui, récupérer, c'est se laisser le temps et d'optimiser l'entraînement et la contrainte qu'on s'est donnée juste avant. Donc, au-delà de l'aspect, le repos fait partie de l'entraînement, oui, mais en fait, ça fait même plus partie que l'entraînement, ça fait surtout partie de notre capacité à mieux upgrader notre niveau post-entraînement. Parce que si on lit un petit peu les petites lignes de l'infographie, quand vous avez fini votre entraînement, vous êtes moins bon qu'avant de l'avoir commencé. Tout de suite, instantanément parlant. Je donne ça comme exemple. Si vous devez rattraper le bus juste avant votre footing, ou si vous allez faire 1h30 et qu'après vous devez rattraper le bus, il y a une grande chance que dans la première situation, vous l'ayez, la deuxième, c'est mort. Donc, l'important, c'est vraiment de se dire, OK, l'entraînement me fragilise. Il faut être à l'heure. Et c'est ma capacité. Hein? Il faut être à l'heure du bus, c'est tout. Oui, il faut être à l'heure. Mais c'est ça, c'est vrai que c'est bien. Ça aide. Mais l'entraînement me fragilise et c'est ma capacité à récupérer et à assimiler ce que je viens de faire qui va faire en sorte que je progresse ou je stagne ou voire je régresse. Bon, on n'a pas entendu beaucoup Robin. Ah, mais il était là. Je voulais lui laisser, le mot de la fin sur les erreurs à l'entraînement. Donc, écoute, Robin, c'est à toi. Dis-nous, c'est quoi les erreurs à ne pas commettre à l'entraînement selon toi et les joues dans le gif, on va dire. Ouais, effectivement, je me suis bien gardé de faire des remarques sur tout ce, je dirais, ce ramassis de bêtises qu'on a pu entendre là depuis une demi-heure à peu près. Je suis désolé, hein, Marianne, Sabine et Thomas, j'ai rien contre vous, mais sincèrement, ça a été un ramassis de bêtises pour rester poli. Et encore, tu vois, je me suis calmé, j'avais même coupé le micro pour être sûr de pas sortir de mes gonds. Je vais juste reprendre rapidement les 8 points pour vous démontrer très rapidement qu'on était vraiment sur des analyses pseudo-scientifiques type barre PMU, en fait, quoi. Ne pas dormir suffisamment, ben non, en fait, effectivement, il faut ne pas dormir. C'est là où, justement où le corps va pouvoir travailler. En fait, il va travailler 23 heures sur 24, ce qui est bien plus avantageux que de dormir, qui est réellement une perte de temps. Footing récup trop rapide, tu parlais d'allure. L'allure moyenne pour la récup, il y a des chercheurs qui se sont penchés dessus, c'est 3 minutes 20 du kilo. Quel que soit son niveau. Alors, pour certaines personnes, effectivement, ça sera de la récup, mais pour d'autres, voilà, on va sentir que c'est un peu difficile, mais théoriquement, ça marche. Mauvaise alimentation, on parlait de machin qu'il fallait manger, etc. Le plus important, c'était de manger. Le plus important, c'est de sucer des graines, sucer des amandes, des oléagineux, sucer voilà, en gros, il faut plutôt sucer des petites merdes comme ça. Et Thibaut Barognan ne me contredira pas. Éviter le renforcement. En fait, je dirais même éviter toute activité qui n'est pas en lien avec l'autre règle. C'est-à-dire, prenez l'ascenseur. Faites-vous porter s'il n'y a pas d'ascenseur, prenez les escalators. Enfin, vraiment, l'idée, c'est de ne rien faire d'autre à part votre sport favori. Zapper les sorties longues, évidemment, je veux dire, c'est vraiment une aberration de devoir courir longtemps. Regardez des films, par contre, de course à pied. Moi, je sais que je regarde souvent des vidéos de Marianne de l'UTMB. En fait, ça suffit à être prêt, hein. Il n'y a pas du tout il n'y a pas besoin d'aller courir. Ça, c'est vraiment juste parce que vous avez envie de quitter votre foyer et de ne pas être avec votre femme et votre mari ou vos enfants. Donc, arrêtez de vous cacher derrière des fausses croyances. Ne pas s'écouter. Oui, clairement, il faut absolument forcer à la moindre douleur. Donc ça revient à courir sur une blessure. Il faut forcer, en fait. Comment voulez-vous que votre corps s'adapte si vous êtes sans arrêt en train de l'écouter, de pioncer,
ou de bouffer des épinards. Donc ça, franchement, ça va commencer également un petit peu à m'énerver. Et le dernier point, récupérer ses trichés, et ben on est sur la même chose en fait, quoi. Donc il y a un moment, les gens ne veulent pas progresser et mettre en place des conforts, des bottes de massage, d'électrostimulation, des bains moussants, etc. Donc voilà, je suis désolé, hein, j'ai pris un petit peu de temps pour démonter tout ça, mais je trouve dans une émission de qualité comme la bande AD+, c'est dommage de laisser passer des telles aberrations et de faire parler des pseudo-experts comme ça. Bon, bah au moins, tu as replacé l'église au centre du village, comme on dit. Merci, merci Robin, merci au partenaire, notre partenaire Nolio. Je vous invite à aller découvrir la plateforme Nolio sur nolio.io et à télécharger l'application. Elle vous permet un suivi poussé, précis de votre entraînement. Et si vous n'avez pas d'entraîneur, ben, vous pouvez en chercher un. Vous pouvez trouver un ou une entraîneur dans la boutique Nolio. Ce qu'on appelle en bon français le marketplace. En fonction du sport que vous pratiquez, vous êtes orienté par la plateforme pour trouver votre match, comme disent les jeunes. C'est l'heure de vous lancer le défi de l'équipe 25, de l'épisode 25. Le défi NAC. Dans chaque émission, avec notre partenaire majeur NAC, on vous lance un défi sportif. C'est un rendez-vous toutes les 2 semaines pour bouger et on est enchanté parce que vous êtes plusieurs centaines à jouer le jeu à chaque fois. D'ailleurs, notre 4e gagnant nous vient comme le vainqueur de l'Ultra Trail de l'île de Madère de Corse. Il s'agit de Joël Giorgetti, j'imagine que j'ai mal prononcé, qui a couru 15 km en une seule sortie. Bravo Joël, tu remportes une boisson d'hydratation de la saveur de ton choix, donc un drink mix ultra énergie, soit au citron vert, soit à la pastèque. Personnellement, j'aime beaucoup le goût lime, ça goûte vraiment la lime et c'est pas industriel. Voici maintenant le 5e défi NAC et la bande AD+. On vous propose de cumuler 500 mètres de dénivelé en une seule sortie, en course à pied évidemment, route ou trail, ça importe peu, entre le jeudi 27 avril et le dimanche 7 mai inclus. Pour participer, c'est simple, vous rentrez votre activité de 500 mètres de dénivelé sur Strava. Attention, il faut rester en mode public. 2, vous taguez NAC dans votre activité Strava avec le premier A en tréma. Et 3, vous vous assurez de bien suivre les pages NAC Bar et Distance Plus sur Instagram pour valider votre participation. Vous retrouverez toutes ces indications dans la publication Instagram Défi NAC 5. La personne qui sera tirée au sort parmi celles et ceux qui auront réalisé le défi de dénivelé remportera un pack de 10 gaufres NAC de la saveur de son choix. Ce sont des gaufres à base de plantes fabriquées sans huile de palme et sans OGM, avec le ratio qu'on retrouve dans tous les produits NAC, de 4 glucides pour une protéine. Donc, il y a des gaufres au sirop d'érable, à la vanille, au chocolat et, mon péché mignon, caramel salé. Je le dis souvent et ça n'a rien à voir avec une quelconque obligation de promotion des produits NAC, mais les gaufres sont juste démentes et c'est parfois difficile d'attendre de sortir courir pour ouvrir une gaufre. Bref, à vous de jouer et bonne chance. Et puis, je vous rappelle aussi, chers auditeurs, que vous avez un rabais de 15% avec le code LBAD+, le signe plus, sur le site naagbar.com. Non, d'ailleurs, naag.com, puisque l'URL a changé. Allez, on passe au quiz. Le quiz. Peignée verticale. Dans chaque épisode, les membres de la bande AD+, s'affrontent dans un quiz de culture générale et sur l'actu du trail. Une victoire au quiz peignée verticale, c'est une peignée, et celui ou celle qui détiendra le plus grand nombre de peignées à la fin de la saison remportera le Graal, la peignée d'or. Pour l'instant, c'est plutôt équilibré. Personne ne se démarque. Les 4 premières peignées ont été remportées respectivement par Blandine Lirondelle, Hugo Ferrari, Robin Schmitt et Fiona Porte. Robin, tu as donc la possibilité d'être le premier avec 2 peignées au compteur. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Je rappelle la petite règle, je lis la question et vous pouvez à ce moment-là crier votre prénom. C'est le premier qui crie son prénom, qui a la main, et ainsi de suite. Première question, quel athlète a écrit « Vivre ou mourir » Sabine.
c'est Thomas qui a la main. Et après, Sabine. Première réponse, Mathieu Blanchard. Deuxième réponse, François Daen. Troisième réponse, Kylian Jornet. Quatrième réponse, Emily Forsberg. Thomas. C'est Kylian Jornet. C'était le Bonne premier à produire des livres. réponse. Absolument. Mathieu Blanchard a publié tout récemment Vivre d'aventure. François Daen vient de publier. En fait, non, le livre n'est pas encore sorti en librairie. La vie courante aux éditions Paulsen. Le bouquin de Mathieu, c'est chez Flammarion. Kylian Jornet, Vivre ou mourir, on peut encore l'avoir en poche chez Artaud. Et Emily Forsberg avait écrit, et c'était un clin d'œil évidemment à son amoureux, Vivre et courir. Et ça, c'est publié aux éditions Mons. Deuxième question, un point pour Thomas. Quelle grande course internationale l'athlète de Besançon, Manon Board, avait remporté avant sa victoire sur le 115 km du Mute, l'Ultra Trail de l'île de Madère? Première question. Première réponse, la CCC. 2, le championnat du monde de trail long en Thaïlande. 3, la TDS. Sabine. 4, l'OCC. Sabine à la main. La TDS. La TDS, et c'était en 2021. Et Manon a remporté ce week-end, le week-end qui vient de passer, donc le 115 km du Mute, juste derrière son papa, qui lui a terminé 8e, je crois, à plus de 50 ans. C'était beau à voir. Troisième question, un point pour Thomas, un point pour Sabine. Troisième question, l'Américain Jim Wemsley détient les records des courses suivantes. En fait, de quelle combinaison de courses suivantes? Première proposition, Western States, Mute 115 et Istria 100 km. Ce sera Robin puis Marianne. Deuxième, Western States, Mute 115 et Tarawera Ultramarathon. Troisième proposition, Western States, Mute 115 et 100 miles of Istria. Et quatrième, Western States, Mute et UTMB. Marianne. Ah non? C'est Robin. Ah, c'est Robin, pardon. Désolé, Marianne, mais là, Non, c'est la correct. compétition. C'est vachement méchant, Nico, d'avoir mis UTMB dans une des propositions. Ouais, je sais. Je dirais Western, Tarawera et Mute. Non, Marianne. Oh, quelle horreur. Non, c'est Western, Mute et Istria. Lequel? Parce qu'il y en a deux là. C'est le 100 miles. 100 miles. J'avais proposé aussi le 100K, histoire d'être un peu plus tatillon. Un point pour Marianne. Donc Marianne, un point. Thomas, un point. Et Sabine, un point. C'est toujours équilibré, c'est fou. Quatrième question. L'athlète français Thibaut Garivier, qui a remporté le 85 km de l'Ultra Trail de l'île de Madère 2023, a couru l'an dernier l'épreuve majeure, le 115. À quelle place avait-il terminé? Sabine. Première proposition, il a fait DNF, abandon. Deuxième, victoire. Est-ce qu'il a fait deuxième ou est-ce qu'il a terminé 10e? Sabine? Deuxième. Bonne réponse de Sabine. J'ai dû lire ça sur Distance Plus. Il avait terminé deuxième derrière Jim Wemsley, qui avait, lui, battu le record de l'épreuve en 12h58 pour situer. Lambert Santelli a gagné ce week-end en 14h01. Et puis pendant que j'y suis, pendant que je parle de Thibaut Garivier, puisque le quiz est sponsorisé par Peigné Vertical, je vous recommande vraiment la série documentaire qui est en cours. C'est des mini-documentaires sur Thibaut Garivier qui est réalisé par Peigné Vertical. Ça s'appelle Docteur Garivier, puisque Thibaut Garivier est radiologue, il n'est pas professionnel à 100% lui non plus, même si ça reste le meilleur français sur le format 80 km et qu'il se prépare pour les mondiaux en Autriche. Il est donc en forme. Dernière question. Pour l'instant, on a 2 points pour Sabine, 1 point pour Robin et 1 point pour Marianne. Dans les choux, Thomas. Ouais, c'est Thomas. C'est Thomas?
De quoi? Voilà, je me Non, suis perdu dans mes. Robin s'est effondré aujourd'hui. Ah, c'est Robin qui s'était J'ai effondré. peur de D'habitude, passer il a en tête. Non, mais Il a essayé. Dans la liste suivante, quelle course ne fait pas partie du circuit Golden Trail World Series? Robin, Le marathon du Mont Blanc, Zegama, la Skyrun, Sierzinal Marianne. ou Pikes Peak? Sabine. Robin, Marianne, Sabine. Robin. la Skyrun. Bonne réponse de Robin qui sauve l'honneur. Ah bah merci Robin, du coup c'est moi qui gagne. Mais c'est Sabine Ah ouais. qui remporte la peignée du jour. Bravo Sabine. Et puis par rapport à cette question, il y a aussi une petite info. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais Eurosport, la chaîne Eurosport, après l'équipe qui retransmet l'Ultra Trail, Eurosport va retransmettre quelques courses, pas toutes, du circuit Golden Trail World Series. En l'occurrence, ce sera le marathon du Mont Blanc et Sierzinal, et puis aussi les finales hommes et femmes en Italie de ce circuit. Ils retransmettent pas intégralement, je pense, la course, mais ça doit être quelque chose comme 2 heures de la course. Mais c'est un bon début et ça va dans la ligne de la retransmission par la chaîne L'Équipe, du moins en France. Ce quiz était donc présenté par Peigné Vertical, l'un des partenaires majeurs du podcast. Peigné Vertical, je le répète, c'est une agence de production audiovisuelle spécialisée dans la production de contenu sur les sports plein air comme le trail. Elle réalise des documentaires et couvre les plus grands événements de trail de la planète, comme récemment le Mute. Ils avaient fait aussi, pas du trail, mais le marathon de Paris. Et puis, vous pouvez évidemment aller jeter un œil sur leur compte Instagram, Peigné Vertical, pour constater par vous-même la beauté du travail de cette jeune équipe. Allez, on passe au deuxième débat. La bande à des plus, le talk show du trail. Pour ou contre le coaching virtuel? On a autour de la table 3 coachs. Sabine, avec ta structure Vercors Training Lab. Thomas, toi, c'est la structure IBEX. Et puis Marianne, tu l'as dit tout à l'heure, le coaching du coureur. Et puis bon, on a Robin en grand connaisseur de tout ce qui se fait autour du trail pour compléter. D'abord, il est important de définir les choses, qu'on comprenne bien ce que c'est quand on parle de coaching 2.0, enfin entraînement 2.0, coaching virtuel. Je vais laisser la parole à Sabine. De quoi est-ce qu'on parle, Sabine, quand on parle de coaching virtuel? Oui, en fait, moi, c'est le terme de coaching virtuel qui me dérange un tout petit peu parce que, en fait, on parle de générateurs de plans d'entraînement. Donc, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients, comme on va les citer, mais le coaching, ça va beaucoup plus loin que de simplement générer un plan d'entraînement à partir de données qu'on aurait sur le coureur. Voilà, donc le principe, oui, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est des applications où vous dites votre course objectif. Je suppose que vous faites quelques évaluations pour savoir votre niveau de base et puis vous lui donnez combien d'entraînements vous voulez faire par semaine et il vous sort un plan comme on l'avait pour les vieux quand on achetait Esprit Trail et qu'on allait à la page préparer un 80 km en 6 séances et on regardait ce qu'il y avait marqué dans le tableau. Et bien là, au lieu d'avoir à calculer à quelle allure vous faites vos sorties, l'application calcule pour vous l'allure à laquelle vous faites les sorties. Eh bien, je vais te poser la question frontalement. Est-ce que tu es pour ou est-ce que tu es contre le coaching virtuel? elle a l'air en pour. fait, je ne l'ai pas très bien vendu, peut-être. Je pense que ça a sa place. Ça a sa place parce qu'il n'y aura jamais tout le monde qui va prendre un coach individuel. Ce serait une aberration de penser ça. Après, en fait, je pense que ce serait se leurrer de penser qu'on a les mêmes apports qu'un coach qui serait une personne parce que je dirais la première limite, c'est que vous, avec l'application, vous préparez une course. Tandis que si vous êtes entraîné par une personne, vous allez avoir une vision sur un terme un peu plus long, un développement à long terme. Et donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, on va dire, par rapport au coach, vous parlez quand même à un humain quand vous parlez à un coach, donc qui va pouvoir percevoir des choses qui ne sont pas mesurables par une application.
Et notamment, en fait, une prépa se déroule jamais comme prévu au début. En fait, c'est impossible de dire « Ah, tu as cette course dans 3 mois, donc voici ce que tu feras le 5 juin, ce que tu feras le 15 juin. » Donc, alors, les applis sont adaptatives. Hein. Normalement, si tu rates une séance, elle est censée te régénérer quelque chose. Mais néanmoins, ce sera toujours moins adaptatif qu'un coach à qui on dit « Ah ben, j'ai le tendon d'Achille qui tire, qu'est-ce que je fais, coach ?» Et voilà, là où je pense que les applis aussi se survendent, c'est que elles vont donner des encouragements ou proposer, je voyais l'autre fois, des notions de préparation mentale. Enfin, c'est quand même un robot qui vous parle. Donc, un robot qui t'encourage, est-ce que ça a vraiment le même impact que quelqu'un qui a suivi ta préparation et qui t'encourage? Je pense pas que ce soit la même chose. Malgré tout, je pense que un petit peu comme les Uber ont fait évoluer les taxis dans le bon sens, les applis poussent les coachs justement à accentuer le côté humain et à véritablement ne pas se comporter comme un générateur de plans d'entraînement, mais à vraiment chercher à comprendre la personne. Et deux mêmes personnes avec la même coach ITRA qui préparent la même course n'ont pas les mêmes points forts, les mêmes points faibles, les mêmes disponibilités dans la semaine, les mêmes qualités à travailler. Et donc, pour deux personnes d'un même niveau extérieur qui préparent la même course, on n'aura pas le même plan d'entraînement si c'est un humain qui réfléchit au plan. Thomas, j'ai l'impression Euh, que tu avais envie de Ouais, alors après, il y a plein de petites choses à réagir. dire. Après, je veux dire, est-ce qu'on est obligé d'arriver dans du chat GPT de l'entraînement Ça ressemble à ça, hein, ce que bah, et décrit, j'ai d'ailleurs testé un chat GPT, prépare-moi pour Sierzinal, machin. Donc, ce qui donne, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ça sert enfin, c'est totalement insipide, mais c'est pas mauvais. La problématique en entraînement, encore une fois, c'est pas. Un des facteurs numéro un du risque de blessure, c'est de suivre un plan d'entraînement coûte que coûte. C'est-à-dire coûte que coûte, j'ai mon programme, j'ai 4 entraînements par semaine, j'ai ma sortie longue le dimanche. Mais bon, j'ai pris ma petite cuite le samedi, mais je vais quand même aller faire ma sortie longue parce que, bon, quand même, je veux quand même faire moins de 4 heures au marathon. Et sur le plan que j'ai téléchargé, que j'ai donné 5 euros, il y a marqué sortie longue. C'est le plus gros risque de se blesser. Parce qu'un plan d'entraînement, il est fait pour s'adapter à l'athlète et pas l'inverse. C'est pas à l'athlète de s'adapter au plan d'entraînement. Et là, jusqu'à preuve du contraire, le robot, dans la mesure où il y aura assez peu d'interaction avec l'athlète, je pense qu'on est de toute façon, par essence même, mieux calibré en tant qu'humain pour adapter le plan d'entraînement au ressenti, aux besoins de l'athlète, à sa sensibilité, à son appétence pour certaines séances, ainsi de suite. Et ce que dit Sabine, c'est pas faux. Encore une fois, dire que pour deux personnes qui veulent préparer la même chose, avec des profils énergétiques différents, ben, on va peut-être pas proposer la même chose. Je pense ça, pour le coup, j'en suis pas certain que à terme, les intelligences artificielles soient pas assez développées pour justement prendre suffisamment de paramètres pour faire en sorte qu'on puisse changer effectivement l'entraînement général par rapport à un profil. L'autre jour, je regardais, pour le 1er avril, c'est toujours marrant, il y avait l'Union des médecins libéraux qui avait fait un 1er avril et qui disait suite à une erreur médicale de son médecin traitant, un patient se sauve grâce à ChatGPT. Alors pour l'instant, ça fait rigoler en fait le 1er avril, ça fait rigoler en 2023. Je pense que je pense qu'en 2030, j'aurai presque plus de, de confiance dans une intelligence artificielle sur un diagnostic que dans un médecin. Mais le côté humain sera de toute façon irremplaçable. Et comment, en fait, l'empathie, la prise en charge et la prise de considération qu'un humain peut avoir, alors pour que c'est un patient ou pour un athlète, ça, ce sera irremplaçable. Et l'interaction, ça, s'il n'y a pas un coach virtuel, pourra pas remplacer les interactions, les communications et le petit blabla d'avant-course d'un vrai coach. Tu aurais va faire plus confiance dans la machine qu'un médecin, j'ai bien entendu ça?
Ouais. Je Ouais. pense qu'en 2030, tu sais qu'aujourd'hui, sur les diagnostics de cancer, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, la capacité d'un ordinateur à analyser l'ensemble des tests, l'ensemble des diagnostics, l'ensemble, pardon, des examens Symptômes. complémentaires, Mhm. bon, bah, clairement, aujourd'hui, je pense qu'un ordinateur est bien meilleur qu'un être humain. Ouais, parce que l'erreur est humaine et puis un ordinateur, c'est capable de gérer une quantité de données bien plus importante qu'un médecin et Ah surtout non, s'il sort de 48 heures de garde. ah non, mais Nico, j'en suis là aujourd'hui, je pense que c'est encore perfectible. Là, typiquement sur ChatGPT, là, on en est au ChatGPT 3, Mhm. qui globalement a à peu près En sachant qu'il y 100. a un chat GPT nouveau chaque semaine, ça va vite. Ouais, voilà. Non, là, en fait, le nouveau va sortir. Alors, en fait, globalement, il faut se dire qu'il y a en gros 100 milliards d'interactions. En gros, les chiffres, c'est pas exactement ça, mais c'est 100 milliards d'interactions. Au chat GPT 5, on sera sur du 10 trillions de connexions. Donc, imagine déjà la puissance du truc aujourd'hui. Imagine dans cinq ans, là où on en sera. Alors, est-ce que Donc, c'est en gros, bien? ce que tu anticipes, toi, c'est plutôt une espèce d'association entre l'intelligence artificielle qui permet de ne pas faire d'erreur et Mm. l'intelligence humaine qui permet de faire les bons choix, d'avoir les bonnes explications, d'aller plus vite Oui. finalement dans Ah bah, là dans la, aujourd'hui, c'est sûr la réparation. qu'un coach virtuel, ça fait rigoler parce que moi j'en ai utilisé, hein, alors sans les citer, les Run Motion Coach, j'en ai pas mal. Et Je d'ailleurs, les je ne sais pas s'il y a The des Coach. équivalents à l'étranger, parce que moi, je connais les versions françaises. Si, Marianne, par exemple, au Québec, il y a des choses ou au Canada anglophone. Même aux États-Unis, ouais. Moi, je ne connais pas, mais je vous avouerai que moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus humaine, là, que si j'étais pour chercher un coach, je pense pas, je pense pas que je regardais ça. Puis en travaillant pour le coaching du coureur, je regarde principalement ce qu'ils offrent. Mais je pense que pour me lancer un peu dans le débat, je pense que c'est très difficile. En fait, si quelqu'un se prend un coach virtuel, je pense qu'il doit vraiment, vraiment s'écouter. Puis je pense que c'est un des points qu'on a discuté plus tôt. Euh, je pense que ce serait le point numéro un d'une réussite d'un coach virtuel, c'est si tu suis les grandes lettres du plan d'entraînement, je pense que ça pourrait fonctionner, mais il faut écouter comment tu te perçois au quotidien, qu'est-ce qui se passe dans ta semaine, qu'est-ce qui fait en sorte que tu pourrais faire ça ou pas faire ça. Puis je pense que souvent, on se prend un coach parce qu'on n'est pas très bon pour s'écouter, ou on a besoin de quelqu'un à discuter un peu de comment on se sent pour pouvoir mieux percevoir quels sont les signaux que notre corps ou notre vie nous envoie. Et Peut-être ça pourrait quelqu'un être. qui a été entraîné par un humain pendant des années et puis qui veut prendre un pas de recul, moins s'investir financièrement aussi dans son activité, mais qui a compris les grandes lignes et les grands principes de l'entraînement. Peut-être que dans ce cas-là, prendre un coach virtuel pour donner une certaine trame à sa préparation serait pas une mauvaise idée, mais malgré tout, il manque cette vision à long terme. On prépare une course au lieu de préparer sa carrière, quoi. C'est un peu ça qui me chagrine aussi. Oui, enfin, aujourd'hui, Robin, pardon, oui, Tom. ouais, juste aujourd'hui, les gens, ils sont quand même dans la consommation de l'instantané. Donc là, ta vision, ça serait bien, hein, Sabine, que tout le monde ait une vision en mode je m'entraîne avec une stratégie et une espèce de vision de carrière. Concrètement, la semaine dernière, il faisait du tennis. Là, dans 2 ans, il fera du CrossFit. Mais là, cette année, il s'est mis au marathon. Il veut faire moins de 4 heures au marathon. Il s'en fout d'avoir la vision de carrière. Là, donc, pour le coup, aujourd'hui, je pense que l'investissement et la capacité financière, elle doit aller avec le projet. Et que aujourd'hui, un coach virtuel, bah, si ça suffit, ça suffit. Mais après, il a aussi le tarif en lien avec le coach virtuel qui peut être décisif dans son choix. Mais après, voilà, faut pas qu'il s'attende à avoir de la bouffe étoilée Bah, c'est pour le, ça. pour Moi, le c'est prix du fudge. l'appellation de coach qui Voilà, me dérange. C'est parce que c'est pas un coach. C'est mais non, un c'est pas plan un coach. d'entraînement D'accord. adapté. C'est C'est un un peu chat, mieux que. chat Voilà, GPT entraînement. oui, c'est juste que c'est un peu mieux qu'à notre époque, le 10 semaines pour préparer l'Ultra Trail du Mont Blanc ou c'est 20 semaines pour préparer les Templiers. C'est juste que c'est un peu plus adapté, quoi. Mais on est dans la même chose, hein, clairement, hein. Robin, moi j'aimerais savoir ton avis sur ces coachings virtuels. Toi,
Ça te dépasse, ça t'amuse Ouais, je suis assez d'accord avec justement la dernière phrase de Thomas qui dit qu'il ne faut pas s'attendre à avoir du 3 étoiles. C'est le plan qu'on retrouvait il y a quelques Comme années jogging dans les international. magazines. Je ne sais pas si ça existe encore d'ailleurs, mais si effectivement il y avait ces tableaux où il fallait suivre entre guillemets pour préparer un 50, un 60. Déjà à l'époque, je trouvais ça un petit peu étonnant. Je ne parle pas des années 60, hein, j'étais pas né. Mais c'était, ouais, je trouvais ça déjà un peu bizarre. Moi, je dirais que j'ai un rapport au sport d'une manière générale. Je suis amateur, donc c'est sûr que quand tu vises le haut niveau, etc., je pense que tu es obligé à un moment de suivre quelque chose qui est très cadré, enfin, certainement très cadré, très scientifique, et encore que parfois, je pense qu'il y en a qui arrivent sans forcément tomber là-dedans. Mais je trouve, moi j'aime bien le côté un peu romantique justement du sport et essayer de trouver aussi par toi-même. Je trouve qu'on a suffisamment de contraintes dans la vie de tous les jours, principalement le boulot, quoi. On a quand même pas mal de contraintes, souvent des personnes qui nous disent qu'il faut faire quelque chose en particulier à telle heure, etc. Donc pour moi, le sport, c'est un échappatoire. Déjà le fait d'aller en nature et puis de faire un petit peu ce qu'on veut. Si on a envie de progresser, effectivement, il y a des choses à faire, etc., d'aller piocher des infos. Moi, j'ai souvent discuté justement avec un coach qui, lui, n'est pas du tout en ligne. C'est Jean-Louis Ball. Je pense qu'il envoie par pigeon voyageur ses plans d'entraînement direction Arèche-Beaufort. Et c'est vrai, moi, j'aime bien aller piocher à droite à gauche un peu des infos pour se faire un peu sa popote. Finalement, je trouve que c'est plus gratifiant de faire son propre gâteau, même si parfois il peut avoir un petit goût un peu dégueu, plutôt que de se le faire livrer par Uber Eats, où il sera toujours à la même température, toujours au même goût. Voilà. Et ça rejoint un petit peu le côté un peu ubérisation de la société. Il faut une appli pour tout, une appli qui te dit quand il faut aller pisser, une appli qui te dit à quel moment il faut sucer ton amande. J'ai eu peur. Oui, Oui, non, moi non, aussi, heureusement qu'il y avait la fin. Heureusement non, qu'il y non, avait mais la c'est fin toujours, du mot. Les gens qui nous écoutent au courant. j'espère qu'il n'y a pas que ça n'a pas sauté à ce moment-là, la connexion. Avec la connexion. La Voilà, magie donc, du virtuel, justement. bien sûr. Et j'apprécie, j'apprécie le côté découvrir un peu par soi-même, quitte à faire des erreurs, se blesser. En plus, ça fera bosser les kinés comme Thomas. Donc, tout ça, voilà, la boucle est bouclée, quoi. Ça, pour le coup, les kinés, ChatGPT, il peut rouler et il n'y arrivera pas à Non, C'est remplacer le ça. kiné. non. Mais est-ce qu'on peut parler des limites? C'est quoi? Enfin, pas des limites, des risques. Est-ce que les applications, comme on vient de parler, de survoler plus exactement, est-ce qu'il y a des risques? On parle de blessures souvent dans cette émission, on en a parlé aussi dans celle-ci. Est-ce qu'il y a des risques? Sabine, tu souris. Bah ouais, désolé, c'est toujours les mêmes risques. C'est effectivement, si tu suis la tête dans le guidon de ton plan, sans t'écouter, de te blesser et puis de ne pas optimiser ta progression parce que l'individualisation ne sera pas forcément là. Mais c'est vrai que moi, j'ai bien aimé ce que dit Robin parce que moi, je suis entraîneur, mais par contre, c'est vrai que j'ai été entraînée dans ma jeunesse quand je faisais du ski de fond. Et après, j'avais fait un petit peu d'athlé à la piste avec Antonio Gallego qui m'a donné des grands principes. Mais maintenant que j'ai fait toutes mes études, en fait, je n'aime pas être entraînée par quelqu'un parce que justement, j'ai vraiment l'impression d'aller faire mes devoirs, quoi. Et il y a un réel plaisir pour moi à essayer de penser comment me préparer et puis d'adapter aussi en fonction de à quoi va ressembler ma semaine, et de comment je la ressens. Parce que j'ai beau adapter pour les gens que je coach à ce qu'ils me disent, je serai jamais dans leur tête à savoir comment ils ressentent à l'instantané, quoi. Ce matin, comment je me sens prêt à m'entraîner. On sera jamais à ce niveau de finesse-là. Donc, ouais, le risque À principal. moins d'avoir un rapport comme Annelise Séguré et Annelise Oui, Rousset et alors Frédéric là, Séguré. tu peux Terrain choisir ton glissant. conjoint Terrain en très, fonction très de ton glissant. métier. Je pense que la meilleure association, c'est un entraîneur et un kiné, tu vois. Mais sinon, il y a quand même, si tu utilises la variabilité de fréquence cardiaque et que tu as une interaction quotidienne avec ton coach sur les sensations plus VFC, ça, c'est quelque chose qui permet vraiment d'adapter au mieux. Mais ça, c'est quand même un niveau assez poussé de technologie.
Mais sinon, j'ai envie aussi de mettre le feu des projecteurs pour les gens qui habitent dans des lieux peuplés, de rejoindre un club, en fait, hein, parce que là, vous interagissez avec un humain, vous interagissez avec un grand groupe, enfin, ou un petit groupe, enfin, avec des gens, quoi, qui ont la même passion que vous, et ça peut vraiment apporter des choses en plus. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas l'individualisation d'un coach individuel, mais c'est autre chose. Et moi, je conseille quand même fortement pour quelqu'un qui travaille à des horaires réguliers, bien sûr, parce que quelqu'un en horaire décalé, c'est plus compliqué. Mais si ça s'adapte à votre quotidien, c'est quand même quelque chose. Il y a des gens très bien dans les clubs FFA, malgré tout le mal qu'on puisse dire sur la FFA à l'échelle globale. Il y a des super personnes à l'intérieur des clubs. Et puis d'une manière générale, pour ceux qui ont envie de tester le coaching virtuel et qui ont très peu d'expérience, en fait, du moins parmi ceux qui nous écoutent, il faut qu'ils soient, on va dire, en vigilance et puis qu'ils aient conscience qu'il faut faire attention aux indications qui sont données. C'est ça, Ouais, c'est ça. Il faut prendre un proactif certain et pas recul par rapport à ce qui est écrit. boutiste. Et puis, sachant que même les fameux tableaux dans les livres et les magazines spécial entraînement qu'on avait avant, des fois, quand tu les relis, enfin, moi, quand je les relis avec des nouvelles connaissances, et je les ai suivis, hein, moi aussi, hein, les trucs, et je les remettais sur Excel et j'écrivais ce que je faisais et tout. Et puis, je remplaçais le vélo par de la course à pied, je me sentais super autonome. Mais des fois, je vois des aberrations aussi, donc il faut toujours apprendre avec des pincettes quand même. Ok. Juste pour la forme, parce que la question a été posée sur un pour ou contre, je vous pose la question, puisqu'on a débattu un petit peu. Marianne, pour ou contre le coaching virtuel? Quand même pour. Ça peut marcher pour certaines personnes. Robin? Contre, s'il faut choisir. Sabine? Ah, c'est dur. Je sais que c'est dur. Contre si ça s'appelle coach. Tom? Voilà, bah c'est exactement ce que j'ai terminé par ça. Moi, c'est effectivement, je suis contre le terme coach virtuel. C'est comme trail urbain. Mais... oui, Et un bah, coach trail, virtuel pour préparer un trail urbain. T'en penses quoi, Tom? voilà, ouais, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, là, on est dans le summum du truc. Donc, oui, c'est juste le terme qui convient pas. Mais coach virtuel, voilà, ça me va pas. C'est comme e-sport pour dire que Oui, voilà. pour Mais parler d'un encore jeu qu'ils vidéo, ont des quoi. tendinites, ils ont des tendinites du pouce. Donc, tu peux dire qu'il y a une surutilisation, une contrainte mécanique augmentée Ouais. sur certaines Ok. parties. Mais... Allez, on passe à notre dernière rubrique. Coup de cœur ou coup de pompe? Sabine, coup de cœur ou coup de pompe? Moi, c'est un coup de cœur comme d'habitude. Donc, Allez. cette fois-ci, c'est pour Christelle Deval. C'est en gros, si vous allez en France sur une course où ça monte et qu'il y a Christelle, vous serez deuxième. Si vous êtes une femme et probablement aussi si vous êtes un homme. Donc, voilà, elles sont... Enfin, depuis que la discipline existe, Christelle gagne. Et donc, c'est quelqu'un de très humble et simple qui fait ses montées et qui est impressionnante. Et là encore, samedi, donc, elle faisait une course ici. Donc, le trail auquel j'ai participé, en fait, a réhabilité Tu l'as une pas piste en cité, montagne. puis je t'ai pas demandé tout à l'heure. Citons-le, Oui, ce trail. vous allez rigoler, ça s'appelle le trail des Trois Pucelles. Mais c'est parce Très que bien. ici, on a une montagne avec trois grandes falaises. Donc, je crois que la légende, j'espère ne pas la trahir, c'est que les Trois Pucelles se sont jetées de la montagne pour ne pas être mariées de force. Ah, c'est drôle, juste à côté de chez Ah moi, ouais, là, c'est Je trouve vachement ça il y a drôle, les deux amants. C'est C'est la même je trouve ça histoire. dramatique. super drôle. Non, mais parce que parce qu'en Normandie, on a les deux amants et c'est pas une montagne, c'est une petite colline, on va dire, Ouais. de Bah, falaise. elles sont juste handicapées, elles sont pas mortes par contre. Voilà. Et donc, le trail des Trois Pucelles, super organisation qui plaira à notre ami Guillaume Prax parce qu'ils vont à l'essentiel, c'est-à-dire un balisage, un dossard et du pain local à l'arrivée. Authentique et rustique. Et voilà, rustique et pas cher. Et du coup, ils ont réhabilité une ancienne course qui existait, une course de côte
qui allait donc de Cessin, qui est la ville basse, à Saint-Nizier, qui est la ville haute, enfin le village haut. Et donc, ça a été réhabilité cette année. Ils ont eu un fort succès. Donc, déjà parce qu'il y avait un peu plus de 100 inscrits sur cette montée. Et en plus, parce que parmi les inscrits, ils avaient quand même Sylvain Cachard, Julien Rancon, Christelle Deval, il y avait du beau Adeline monde. Martin. Et donc, Christelle est arrivée et elle a fait ça en 1h07. Donc, pour ceux à qui ça ne parle pas, elle était à 5 minutes derrière Sylvain Cachard. Donc, Waouh. toujours fidèle à elle-même. Et je pense qu'il y a des détracteurs qui vont taper son nom sur un moteur de recherche et qui vont se rendre compte qu'elle a déjà été suspendue pour dopage. Et ils vont se dire, mais Pour négligence. Sabine nous donne des coups de cœur pour une dopée, attention. Donc, il faut savoir que Christelle a toujours eu des problèmes de circulation et sur un déplacement au Portugal, malheureusement, elle a pris un médicament pour la circulation qui était interdit par la FLD. Elle a reconnu cette erreur d'avoir pris ce médicament sans se renseigner, puisque n'importe quel sportif, quel que soit son niveau, est censé se renseigner sur les médicaments qu'il prend. Et donc, elle a été suspendue 1 an pour cette erreur. Et toutes les personnes qui la fréquentent de près ou de loin sont absolument convaincues par la bonne foi de Christelle. Et la FLD aussi, en tout cas, les instances, parce que sa suspension de 1 an n'aurait pas été de 1 an s'il y avait eu volonté de triche. Et je vous invite d'ailleurs à lire le tout premier numéro de Point de côté dans lequel elle est interviewée. Elle raconte ce qui s'est passé, comment elle a réagi, entre autres. C'est une interview super touchante et où elle parle aussi de ces, on l'évoquait tout à l'heure, de ces troubles alimentaires. C'est vraiment une interview intéressante que vous avez fait avec Christelle, Robin. Et je te donne la parole aussi. Coup de cœur ou coup de pompe? À moins que tu voulais Je crois qu'il voulait commenter, Christelle. Ouais. Oui, mais juste, effectivement, moi, je suis assez fan et je suis d'accord avec toi, Sabine, ce que tu dis. En plus, elle pratique ta discipline, le kilomètre vertical. C'est ça, et quand elle est au départ, je suis pas toujours sûr d'être devant, en fait, quoi. Donc, c'est toujours un peu une angoisse quand je vois Christelle se garer au départ de la course. Par contre, je suis pas sûr, juste pour être précis, il me semble que la suspension était beaucoup moins élevée que 1 an. Il me semble que c'était 4 mois ou quelque chose comme ça à vérifier. D'accord, pardon. Mais Ouais, voilà, en tout cas, bon, dans tous les cas, tu avais tout dit. Voilà. je l'ai cherché pendant vos coups de cœur. C'est sûr, Robin, puisqu'elle a couru la même année plusieurs courses sur la deuxième partie de saison. Elle a participé à plusieurs courses. Okay. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'elle raconte dans l'interview. Le point de côté est sorti il y a longtemps, mais je l'ai relu ce matin parce que 4 mois. Ouais, 4 mois. Ouais, j'ai été méchante. C'est 4 mois. Allez, on passe à ton coup de cœur, Robin, ou ton coup de gueule. Non, mais c'est un coup de cœur et merci pour le petit coup de pub pour côté. Non, c'est pas de la publicité, c'est totalement, c'est avec le cœur que je parle. Merci beaucoup. Coup de cœur, comme quasiment à chaque fois. Gros coup de cœur pour Lambert Santelli, je le dis avec l'accent bien sûr, pour sa victoire au mute. En fait, ça m'a régalé parce que Lambert, depuis qu'il a pris le record au GR20, on a absolument tout entendu sur les Corses, sur le GR20, etc., sur Lambert et tout. Et c'est vrai qu'il lui manquait, je dirais, une vraie belle victoire sur une grosse course internationale, sur un ultra. Évidemment technique pour satisfaire un peu ses qualités, mais il lui manquait un peu une grosse victoire pour fermer des bouches, entre guillemets, ou remettre l'église au centre du village. Et effectivement, voilà, il est un petit peu loin du record de Jim, mais en tout cas, il a fait une super course. Il y avait quand même il y avait du beau monde au départ et il a super bien maîtrisé. Et il est quand même, je crois, un petit peu plus de 10 minutes devant Benoît Girondel, double vainqueur du Grand Raid. Donc, ouais, franchement, costaud. J'ai l'impression qu'il avait joué un petit peu de malchance sur certains ultras, type Andorra 100 ou Grand Raid de la Réunion, etc. Mais là, il a, voilà, le penalty est au fond. Donc, franchement, bien joué, Lambert. Puis il faut rappeler aussi que lui non plus est pas professionnel et qu'il a un restaurant une partie de l'année qui lui prend beaucoup de temps et d'énergie. Et puis il avait aussi une belle victoire au Trail du Bourbon, c'était avant son record en 2019. Mais faut être honnête, il était un peu tout seul sur cette course-là à ce niveau-là. Et pour mémoire, Anne Champagne, la québécoise, avait terminé 6e de la course, pas très très loin derrière. Thomas, coup de cœur ou coup de pompe?
Alors, coup de pompe, bon, c'est un coup de pompe somme toute très mesuré. On en a parlé, on a parlé en off, mais voilà, c'est un pan complet du trail qui va s'éteindre à partir de ce moment-là. Il me semble, sur la dernière story de François Den, qu'il s'est rasé les jambes. Donc, j'attends un démenti éventuel de sa part, mais je crois bien qu'il s'est rasé les jambes. Donc, François Den sans poil aux pattes. J'ai presque été choqué quand j'ai vu cette image-là. Je me suis dit, quelqu'un comme ça qui a prôné pendant si longtemps, je pense que c'est l'âge. Il se fait vieux. Il se fait vieux parce que si là, il cherche ses gains de performance simplement sur ses jambes. Non, je me suis dit, là, j'ai été vraiment déçu. Donc, vraiment un énorme coup de pompe. C'est vrai qu'il a été par son passé sponsorisé Menen, donc je pensais que c'est quand il avait en Menen avec des poils, je me disais bon bah là il y a pas, et là maintenant il est plus Menen et il enlève ses poils. Là voilà, donc j'espère qu'il pourra nous amener un démenti ou qu'il les laissera repousser. Voilà, c'est ça. Il a toujours la chance de éventuellement les laisser repousser. Oui, bah c'est toujours l'avantage. Peut-être qu'il est Marianne. sponsorisé par Vénus. Ouais. Ça va les marques là? On n'a pas Hugo pourtant. Oui, c'est ça, Hugo n'est pas là. Oui, Marianne. alors, moi, pour mon coup de cœur, j'ai choisi d'y aller pour l'américaine Abby Hall, qui a terminé mute en 6 places, qui est une bonne place, évidemment, mais je pense qu'il est plus remarquable, c'est qu'elle visait beaucoup plus haut, puis elle avait une journée qui était très difficile, sans pour autant être blessée ou quoi que ce soit, mais elle a décidé de terminer la course. Puis j'ai beaucoup de respect pour ça, en fait, les gens qui se lancent vers un défi comme ça. Puis, en fait, des fois, on réalise pas, mais quand les choses vont bien, puis que tu es dans une position de podium ou de victoire, tu as l'impression que c'est beaucoup plus facile, tandis que quand les choses ne vont pas bien, c'est beaucoup plus difficile. Donc, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui finissent les courses quand les choses sont plus difficiles parce que c'est là que c'est plus remarquable. Donc, coup de cœur pour Abby qui a montré la détermination en fin de semaine. Alors que clairement, sur le papier, comme on pouvait imaginer qu'elle remporterait la course, elle était la favorite numéro 1. Et de l'autre côté, du côté des garçons, on avait Peter Engdahl qui était lui aussi favori, qui a eu aussi un énorme coup de mou et qui s'est arrêté, ou encore le jeune Hugo Deck qui a eu aussi un coup de mou assez tardivement, un peu plus tardivement dans la course. Ces trois-là font partie de la même équipe, l'équipe Adidas. T-Rex, et on pourrait soupçonner ensorcelé. Soupçonner pas un ensorcellement, mais plutôt un virus, parce qu'ils se sont entraînés tous les trois ensemble sur l'île avant la course, et puis tous les trois ont été assez mal avec des vertiges, et puis voilà. Marianne, tu voulais ajouter quelque chose? Ben, je voulais juste dire, je ne pointe pas nécessairement du doigt leur arrêt. Je pense que tout le monde a quand même des bonnes raisons pour arrêter par moment, mais je pense que je voulais juste un petit clin d'œil à Abby d'avoir continué, mais je comprends que chacun a aussi des raisons pour arrêter. Là. Je pense que chacun a une course personnelle, évidemment. Absolument. Moi, je le soulignais à titre personnel parce que ça renforçait un peu plus la détermination qu'a pu avoir Abby. Ouais. J'ai 3 coups de cœur, moi aussi, ou plutôt 3 recommandations culturelles. Je vais essayer de faire vite, sans aucun ordre de préférence. Première recommandation pour le beau livre Grand Trail avec 2 S à Grand et à Trail, qui sortira au mois de juin. J'avais adoré Grand Trail sans les S en 2015. C'était déjà un sacré travail. Mais là, Frédéric et Alexis Berg et le journaliste de l'équipe Aurélien Delfos ont encore monté le niveau. Je me suis entretenu pour Distance Plus avec eux, cette magnifique anthologie du trail. Alors, je dis ça sans avoir tout vu, tout lu, évidemment, contient près de 500 photos d'Alexis Berg, mais aussi de nombreuses interviews et portraits des légendes du trail actuelles. Il est aussi question de grands sujets de notre sport, comme le dopage, par exemple. C'est clairement un bouquin de référence futur à avoir dans sa bibliothèque ou sur sa table de salon quand on est passionné. Allez lire l'article sur Distance Plus, évidemment. La fin des préventes, c'est dimanche 30 avril, donc autant dire demain. Donc ne tardez pas trop si vous voulez avoir votre exemplaire parmi les premiers. L'opération de sociofinancement, elle est importante pour eux. C'est un livre qui est extrêmement coûteux à produire. Ça fait des années qu'ils bossent là-dessus et c'est du super boulot. Deuxième recommandation, j'aimerais attirer aussi votre attention sur le documentaire Ultra Dad du jeune photographe et réalisateur Justin Galland. Il raconte la préparation à la Western States de l'athlète Vincent Viette, qui est devenu il y a quelques mois le team manager de l'équipe Salomon International, que tu connais bien maintenant, Marianne. L'histoire se
se démarque des autres parce que c'est pas juste une histoire d'athlète, c'est aussi une histoire d'un jeune papa de 2 enfants, dont un nouveau-né à ce moment-là, qui doit concilier des priorités fondamentales. En tant que papa, sans doute, moi j'ai coulé ma larme à la fin. C'est pas une histoire de super-héros, c'est très humain, c'est très beau, c'est très doux. Le docu est maintenant en VOD, en vidéo à la demande, sur la plateforme Vimeo. Putney, le film fait partie de la sélection 2023 de la tournée mondiale Trace in Motion. Enfin, 3e recommandation, tout particulièrement pour nos auditeurs québécois, courez à l'une des projections de Caribou, le projet d'Anne. C'est un documentaire de 52 minutes de la réalisatrice et célèbre expéditrice et ultra-traileuse Caroline Côté sur le défi que s'était lancé la championne Anne Bouchard à l'été 2021 de traverser la partie québécoise du sentier international des Appalaches en Gaspésie, le fameux GR A1, le premier GR en Amérique du Nord. C'est un parcours rugueux et ultra technique de 635 km et 21 000 mètres de dénivelé. Anne Bouchard donc avait dû faire face à une terrible canicule qui avait asséché les cours d'eau cette année-là. Et là encore, ça raconte moins une performance, même si c'en est une, qu'une aventure humaine et émotionnelle intense. C'est du trail comme on aime. Suivez la page Facebook de Caroline Côté Explore, pour plus d'informations sur les différentes diffusions. Et puis, le documentaire sera prochainement, certainement, également en VOD. La Bande à des Plus, le podcast du magazine Distance Plus, présenté par Nicolas Fréret. C'est la fin de cette 25e émission de la Bande à des Plus. Un gros merci à tous les 4, Sabine Hirschström, Marianne Hogan, Tom Laure Blanchet et Robin Schmidt. Bye bye les amis. Bye bye. Merci Salut. à tous. Bonne Bye, semaine. merci. La Bande à des Plus est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréret et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show. Un grand merci aussi aux partenaires officiels de la Bande à des Plus. Merci donc à NAC, à Peigné Vertical, à la Clinique du Coureur et à la plateforme en ligne d'entraînement Nolio. Le design sonore de la Bande à des Plus est signé Lucas Aska Hennessy et la couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Forichon de Desbosses et des Bulles. Merci aussi à Céline Kallmann qui a prêté sa voix au podcast. L'émission est réalisée techniquement à distance depuis Montréal au Québec par les Productions Arborescence. Merci tout particulièrement à Laurie Beck qui est derrière les manettes et qui fignole l'enregistrement avant la diffusion. Merci à mon précieux collaborateur Baptiste Ballet qui s'occupe des extraits de l'émission que nous diffusons sur la page Facebook et le compte Instagram de Distance Plus. Et merci à tous de nous écouter sur n'importe quelle plateforme de podcast ou de nous regarder sur la chaîne YouTube de Distance Plus. Vos messages quotidiens sont vraiment très enthousiasmants et stimulants. Continuez de partager l'émission quand vous l'avez appréciée. À plus dans la Bande à des Plus.